j'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Louis the Burgmeister. The Burgmeister, putain, carrément. Non, mais merci d'être venu. Déjà, t'es quand même la première personne qui est allée dans 3 endroits différents pour aller à un café au Losset. Et puis on a eu un déplacement d'horaire à un moment donné. Déplacement d'horaire, déplacement de lieu. Alors, ouais, de lieu. Double déplacement. T'arrives, alors du coup, t'es allé à l'ancien lieu. Voilà, à l'ancien lieu. C'est ça. À Bagnolet. Ok, là on tourne. Ouais, ça tourne. D'accord. Oui, 14h. Ouais, 14h, j'étais supposé. Là, j'étais là pile. 14h. Tu étais à 14h. Ouais, 14h. Déjà, c'est pas mal en France d'être à l'heure. Pile poil. Ouais. Franchement. C'est rare, non? Bah là, t'es pas le plus en retard d'un café au Losset de très loin. Hein. Plus. Non, quand t'as interviewé Farid, de toute façon, il y aura plus de personnes plus en retard. Ouais, mais Farid, on le sait. Voilà. mais j'adore Farid parce qu'il arrive en retard, mais toujours stylé. Oui. C'est toujours le limite, plus c'est toi qui t'excuses. Genre, il arrive en retard et c'est toi qui t'excuses. Moi, je me suis pas habillé pour toi. Farid, man. Wow. Ouais, exactement. Non, alors 14h, j'étais à l'autre place. Okay. C'est Bagnolet. À Bagnolet. Parce que j'avais l'adresse, on a déplacé, on était supposé de le faire en février, mars. Mars. Et puis depuis, t'as déménagé. Voilà, exactement. Et puis je suis allé à l'autre place parce que j'avais juste déplacé la date, mais j'avais pas changé le lieu. Alors je pensais que c'était le même lieu. Alors après ça, tu m'as envoyé le nouveau lieu par Messenger. Ouais. J'ai cliqué dessus. Exactement. Et je suis allé Google Maps, mais ça n'a pas complété le... Ça n'a pas pris l'adresse en entier. L'adresse en entier. Alors je suis allé à Faubourg Saint-Martin. Alors je suis allé de Bagnolet au 8e. J'ai dit, waouh! Faubourg Saint-Honoré. Ouais, Faubourg Saint-Honoré. J'ai dit, il a progressé, man, vite. Parce qu'il a gagné la loterie, ça a été vite, dans un mois. Il a une business à côté, qu'est-ce qu'il fait? Ouais. Il a vraiment, tu sais, c'est le rêve bien sûr, attends, d'aller si vite, de sauter les étapes. J'ai dit, qu'est-ce qu'il a fait? Et puis après ça, j'ai dit, je suis en face, tu veux un Starbucks? Et moi je regarde. 8e, right? En face de chez moi, j'ai un square, donc j'ai dit non, il n'y a pas de Starbucks en face de chez moi. David, tu t'es encore trompé. Et tu viens comment? T'as fait quoi les trajets comment? Métro. Tu prends le métro? Moi, j'adore le métro parisien. Tu sais, vous le prenez pour acquis, hein, votre métro. Ouais. Et moi, j'adore le métro parisien. Ah oui? Pour moi, ouais, tu vois, tu me juges dans ce moment. Non, je te juge pas. Oui, tu me juges. Ce que je trouve étonnant. Non, moi, je le prends le métro, mais oui, je me dis que Garsami, il prend pas le métro. Non, je connais le jugement, ok? Et je le reconnais, et je l'ai vu dans tes yeux, tout de suite. Tu m'as jugé comme si j'étais pas supposé de prendre. Et aimer le métro. De le prendre, ça va, mais de aimer. Et pourquoi t'aimes alors? J'adore le métro parisien parce que, premièrement, t'es jamais pris dans le trafic. Ok, ça c'est numéro vrai. 1. Ok, alors il n'y a pas des gens qui klaxonnent. Puis conduire dans cette ville, oublie ça. J'aime la liberté de ne pas avoir d'auto, de voiture. Ici, en France, c'est la seule place. Parce qu'en Amérique du Nord, t'es obligé, sauf à New York, Montréal, Houston, n'importe où, t'es obligé d'avoir une voiture. Ok. Alors, la liberté de marcher partout, prendre le métro, j'adore. Et aussi d'arriver à Paris, ils ont construit le métro d'une manière où t'arrives, t'es toujours à 200 mètres de ta destination. Il y a tellement d'arrêts. À Montréal, tu prends le métro, t'es obligé de prendre 2 autobus après pour arriver. Ouais, alors les métros sont pas faits comme... oui, mais comme après, il y a le côté, ouais, t'es pas oppressé dans le métro. Non, t'es pas... Quoi? Oppressé, c'est-à-dire tu te sens mal, quoi. Genre, tu te sens pas... Il y a pas trop de bruit, trop de gens tristes, trop de monde. Non, il y a quand même beaucoup de monde. Et puis, c'est triste. Et puis, il y a une odeur. Mais si tu peux vivre avec ça, comme mode de transport... Oui, mais tu peux vivre sans ça, toi. Non, je viens de l'Inde. Nous, on est habitués. Non, mais... Non, mais je peux vivre sans ça. Mais moi, écoute, aussi, j'aime... Je pense, surtout quand je suis dans une nouvelle place, vraiment vivre la place. Oui, je comprends ça. Tu sais, c'est ce que j'allais te dire. Ouais, tout absorber. Vraiment, tu sais, me déplacer comme un Parisien. Tu sais, je veux pas arriver et puis prendre des Uber Black partout. Puis, tu sais, ce que je veux dire, j'aime le fait de marcher partout, d'observer. C'est comme ça que j'observe et j'écoute et je vois et j'étudie. Ben pour écrire sur les Français, il faut subir les Français. Alors, la meilleure façon de vous subir, c'est de prendre le métro avec vous. Et alors, entre le métro que tu as pris, parce que là, ça faisait combien de temps que tu n'étais pas revenu en France? Là, je viens de revenir. J'étais parti en avril. Et là, je suis allé à Montréal faire la promo pour mon nouveau special qui est sorti là-bas, au Québec. Et je suis revenu tout de suite après. Ok. Tout de suite après, là, je joue ici pour un autre mois et demi. Ouais. Et après ça, je reviens. Alors, je vais passer au moins 6 mois par année ici. Cette année, ça va être 8 mois. 8 mois en France? Ouais, en France, ouais. Alors, parce que ça, c'est une autre question que j'avais. Pourquoi la France? J'aime la France. Écoute, pour moi, c'était l'étape logique après le Québec. J'avais eu un succès
inattendu au Québec. J'avais construit un spectacle qui était supposé d'être un spectacle niche, qui allait juste fonctionner pour une certaine minorité, on avait dit. Et les gens disaient, tu vas vendre peut-être une ou deux représentations à guichet fermé, mais c'est maximum, t'as pas un public pour ça. C'était un spectacle qui venait de quelqu'un qui avait un point de vue un peu marginal sur la société québécoise, qui venait un peu d'un gars qui vient d'une minorité visible, qui vient du côté anglophone. Et c'était un peu un point de vue sur la culture québécoise, une critique du Québec. Okay. Et les gens disent, est-ce que les anglophones et les gens des minorités qui vont venir, c'est tout. Boum, on a fait 4 ans de spectacle, 4 ans et demi. Bah oui, c'est ça. Et puis t'as été le spectacle qui a vendu le plus de tickets au Québec, je crois, un truc comme ça, quoi. Ouais, c'est le premier, comme premier one-man show, c'est le premier one-man show le plus vendu dans l'histoire du Québec. Mais alors ça je vais en parler juste après, parce qu'il y a pas mal de choses, quand j'ai préparé le podcast, j'ai eu pas mal de surprises, mais avant, c'est pourquoi la France, c'est parce que t'as commencé déjà, t'as fait un parcours assez lent, parce que t'as commencé en anglais, pour ensuite jouer en français. Nous, on fait un peu le contraire, comme démarche, et tu cartonnes au Québec. Tu aurais pu partir par exemple aux États-Unis. Ouais, mais j'ai fait une tournée aux États-Unis. Oui, enfin tu l'as faite, mais tu aurais pu t'y installer plus. Enfin, tu as choisi la France, quoi. Ouais. Mais pour moi, je sais pas, je voulais faire quelque chose de différent aussi. Je voulais juste tester la France. Pour moi, c'est toujours tester avant, voir si je m'intéresse à ça. Tu sais, je me dis jamais, je fais jamais le métier pour dire il y a plus de gloire ici, alors allons là. Il y a plus d'argent ici, allons là. Moi, c'est toujours, qu'est-ce qui m'intéresse en termes d'auteur? Et qu'est-ce que tu as chopé alors, dans ton premier test? Parce que donc tu es arrivé en France, tu as rempli le point-virgule pendant je sais pas combien de représentations, mais voilà, tu as pris le point-virgule longtemps. Même pas, je vais dire où j'ai commencé. Si tu veux savoir où j'ai vraiment commencé en France. Quand je suis arrivé en 2015, juste pour tester. Le Labo du Rire. Ah, t'as été au Labo du Rire du Paname? du Paname, je suis allé au Labo du Rire. Il y avait combien de personnes dans la salle? Il y avait comme genre 12 personnes. Et tout le monde était genre des amis ou la relation c'était leur papa qui allait être sur la scène. Alors tu vois que personne m'écoutait, tout le monde était inquiet pour papa. Et tu sais, même j'arrive et je savais pas, moi quand je suis arrivé, je savais pas que les humoristes français me connaissaient. Je savais pas. Tu sais, je suis arrivé, j'ai dit, OK, je vais commencer vraiment démocratiquement. Je vais bâtir le spectacle. Je vais pas arriver comme, je vais dire, c'est la grande star du Québec. Voilà, il faut venir voir son spectacle. Je voulais pas transposer mon spectacle québécois en France. Je voulais écrire un spectacle pour la France. Ouais, c'est cool ça. Ouais, je voulais faire, comme j'ai fait au Québec, une critique honnête et sévère du Québec. Je voulais faire une critique honnête et sévère de la France. J'ai peut-être une blague sur les Québécois dans mon spectacle français, c'est tout. OK. Et le reste, c'est sur la France. Et je suis arrivé et déjà je pense qu'il y avait des humoristes qui me reconnaissaient. Donnel était là et Farid, tout ça, tout le monde était là et ils me reconnaissaient. Et puis j'arrive et je joue le Labo. Il y a quelqu'un qui m'a demandé pourquoi tu fais ça. je dis non, je veux vraiment commencer, tu sais, je veux tester, parce que si j'ai une bide, je préfère avoir une bide là que d'avoir une bide devant 300-400 personnes sans savoir. Est-ce que mon matériel va marcher? Est-ce que j'ai bien adapté? Est-ce qu'il me faut de l'ajustement? Je voulais vraiment écrire du début. Alors j'arrive et déjà le gars qui gérait le plateau, il dit à tout le monde, alors venez. En arrière-scène, il me regarde, il dit, toi t'as amené combien de gens? Et tu vois les humoristes derrière qui écoutent, tu sais, derrière le petit mur, en train de rire. T'as amené combien de gens? J'ai dit, moi, une personne. Il dit, OK, c'est toi qui commences. OK. Je dis, OK, d'accord. Lui, il me connaissait pas. Alors, je dis, OK, pas de problème. Et j'ai dit, d'accord. Alors là, je monte sur la scène. Et je te dis, il n'y a personne qui écoutait. Personne. Ils attendaient l'autre d'après. Quoi. Ouais, l'autre d'après. Tu vois, les yeux de tout le monde étaient ailleurs. Et je sors de scène. Et j'étais avec un ami et j'ai dit, je pense pas que c'est pour moi la France. Comme j'ai dit. Première impression. J'étais comme, non, je pense pas qu'il m'écoutait. Ça marche pas, ça va pas marcher ici. Et là, d'autres gens qui m'ont dit, non, t'inquiète, il faut pas faire ça. Commence par un autre plateau. Tu sais, commence à 20h, commence à 21h. Et après ça. Qui a pris goût. Ouais, mais je me rappelle, j'étais déprimé jusqu'à mon prochain plateau. Moi, je t'avais croisé, mais en gros, je t'avais croisé et tu commençais déjà à avoir des sacrés vannes. Moi, quand je suis donc ça devait être, à mon avis, quelques jours plus tard ou quelques semaines plus tard. Et je me souviens de te voir et
moi je te connaissais de vidéos, enfin de ce que tu faisais à Montréal, et dès que je t'ai vu, c'est vrai qu'il y a un truc, quand on te voit, il y a cette aura, enfin c'est même marrant qu'au labo il l'ait pas vu, mais t'as ce truc on sent quand même que ça fait des années que tu fais ça, quoi. T'as une assurance, t'as sur scène un truc, et là t'arrives dans 8 personnes et ça marche pas, et tu te dis merde, et tu te dis je vais arrêter. En fait t'arrives en France et tu remplis 70 représentations, et maintenant tu vas à l'Alhambra pendant une quinzaine, vingtaine de dates. Ouais. De là à maintenant, tu te dis ah ok, en fait la France c'est pour ça que c'est intéressant, c'est qu'ils m'ont rien laissé facile et que je vais continuer à monter, ou c'est que tu te dis qu'est-ce que t'as chopé chez les Français qui t'a donné envie de rester là? Mais premièrement, comme auteur, ça a vraiment aidé mon cerveau à aller ailleurs, tu sais, Okay. et je pense d'avancer comme auteur. Tu sais, au Québec, à un moment donné, après 4 ans de spectacle, je me suis dit, j'ai rien de nouveau à dire. Tu sais, j'ai rien de nouveau à dire sur le Québec, j'ai rien de nouveau à faire. Et je veux pas refaire un deuxième spectacle qui ressemble au premier. Je vais aller ailleurs. Je suis allé en France et puis boum, comme auteur, tout te saute à l'œil parce que tu as déjà tellement de différences. Okay. Right? Déjà, la façon, les Français, surtout les Parisiens, vous prenez au sérieux. Ah oui? Man, ça me fait rire. Les gens se prennent trop au sérieux. Ah ici, oui, comme, de quelle façon? Parce qu'on dirait que les gens sont toujours en train de auto-observer Ouais, tout ouais. le temps. J'en parlais dans l'épisode d'avant, je comprends ça. Ils sont toujours sur eux-mêmes. Ouais. Like, et tu vis jamais une vraie vie quand tu es sur toi-même. Tu es toujours conscient de comment tu as l'air, qu'est-ce que tu dis, Ouais. de pas paraître, tu sais, de pas paraître comme un con. Ouais, C'est toujours ce mode défaut du Parisien de pas paraître comme un con, right? Alors pour moi, c'est drôle, ça, comme les gens s'habillent pour aller acheter du lait. Non, like, c'est vrai. Et puis t'as des gens comme sur les terrasses en train de juger la personne qui s'en, tu sais, pour voir comment il s'habille, comment elle mange et tout. Moi, je porterai jamais ça. Donc, tu le vois dans les yeux des gens et l'autre personne sait qu'elle est en train d'être jugée. Mais ça, c'est le quotidien du Parisien. C'est un combat à sortir de la maison ici. Ouais, c'est un peu vrai. Enfin, moi, j'ai pas ce problème-là vraiment, mais je comprends ce truc. Je vois ce dont tu veux parler. Ouais, mais c'est pour ça que j'aime. C'est cool, c'est relax. Non, mais je comprends. Et puis, pour moi, c'était intéressant de voir déjà ces différences culturelles. Ça m'intéressait beaucoup. Mm-hmm. Et aussi de voir à quel point il y a tellement de tensions ici en termes de politique, raciale. Ouais, ça j'allais t'en parler. Ouais, mais historiquement. Historiquement, ça fait depuis beaucoup, beaucoup d'années. Et c'est toujours un peu assez omniprésent. Il y a toujours ce côté qui existe dans la France. Et ça t'amuse, ça? Ça m'amuse comme auteur, comme humoriste. Oui, bien sûr. De l'art. Oui, c'est ça t'amuse pas que ça comme existe, être humain. Oui. Tout ce qui est bon pour un humoriste est mauvais pour l'être humain et c'est vrai, vice-versa. c'est une bonne règle. J'avais pas cette règle en tête, mais c'est une bonne règle. Ouais. Comme humoriste, j'adore. Mais comme être humain, si j'étais pas en train de faire l'humour en France, je serais pas ici. Je comprends. Mais moi, je pense que je me suis lancé dans l'humour pour ça. C'est pour supporter Paris, quoi. Non, mais je comprends. Je comprends vraiment. Bon, moi, je voulais te parler d'un truc aussi parce que là, tu vois, genre, je vais même devoir lire mes petites notes parce que. En vrai, moi, du coup, quand je t'ai invité, je te connaissais évidemment avant. Je te connaissais ensuite de t'avoir croisé 4-5 fois dans des plateaux. Et j'avais abordé le podcast en mode Sugar Sammy veut bien venir, j'étais content, etc. Mais je t'avoue que j'avais pas encore préparé jusqu'à avant-hier réellement ce que j'allais dire. Et pour aller préparer, j'ai vu ta page Wikipédia. Mm-hmm. Et une page Wikipédia, normalement, c'est des informations neutres. Mais là on aurait dit que c'était un article de ta première fan, ta page Wikipédia. C'est incroyable. Il y a des dizaines, non mais ce que je veux dire c'est que t'as fait des dizaines et des dizaines de choses et j'ai pris un coup de pression énorme en mode oh putain mais en fait c'est pas Sugar Sammy qui vient, c'est Sugar Sammy qui vient quoi. Genre non mais t'as fait des dizaines et des dizaines de choses quoi, c'est assez impressionnant et j'ai des questions qui viennent avec. Tu vois par exemple t'as quand même donné plus de 1000 représentations dans plus de 31 pays. Ouais. 1600, ça c'est hyper intéressant. 1600 et 31 pays. Non mais tu vois c'est fou. Et du coup on parlait avec Yacine dans l'épisode, on a fait un épisode avec Yacine Bellous où on parlait d'universalité de l'humour. Mm-hmm. Toi t'as joué dans 31 pays. Je sens de t'avoir déjà vu jouer qu'il y a ce côté de t'aimer t'adapter et sentir là où t'es pour pouvoir t'adapter au truc. Comment va le monde humoristiquement, toi qui as vu 31 pays et qui as performé dans 31 pays, est-ce que tu dois vraiment t'adapter à ce point-là? Est-ce que c'est vraiment universel comme on le dit, l'humour? Est-ce que tu as peiné dans certains pays? Comment ça s'est passé du coup? Mais je pense que l'universalité, c'est que tout le monde aime rire. Ouais. J'ai jamais rencontré quelqu'un qui a dit « Moi, le rire, oublie ça. C'est vrai. Ça m'intéresse zéro. » Ah, c'est nul. Peut-être les Parisiens. Mais sinon... c'est pour ça que t'es là. C'est pour le challenge. Ouais, je comprends. Mais sinon, je pense que c'est là le thème universel, c'est que tout le monde aime rire. C'est un cadeau, c'est un don qu'on a. C'est comme être humain. De pouvoir rire, c'est un des meilleurs feelings. Tu peux avoir passé la pire journée de ta vie, puis quelqu'un te raconte une blague, ça te fait rire. Ça peut être... c'est ce moment-là qu'on cherche, tu sais, puis de pouvoir faire ça. Et les gens
recherchent ça, ils aiment. Mais ils rient pas des mêmes choses selon les pays. Ils rient pas des mêmes choses, mais au moins il y a ça comme. Et comme des mêmes choses, je parle même des mêmes choses en termes de sujet, mais même pas que en termes de sujet, en termes d'approche. Parce que, par exemple, là, comment t'es en France, tu gardes quand même le même style ou même tu t'adaptes au niveau de ta façon d'être quand t'es dans certains pays? Non, je garde le même style parce que je veux quand même rester moi-même. C'est important de rester soi-même et de pas aller changer, quitter. J'aime cette critique sociale, j'adore faire ça. Mais c'est que les thèmes qui changent. Okay. Parce que le format de stand-up aussi, j'ai remarqué, ça marche partout. Tu sais, j'ai fait la tournée en Inde, j'ai fait la tournée ici, Angleterre, Australie, Afrique du Sud. Et le stand-up, ce format fonctionne. C'est le plus efficace. Il faut juste que les gens s'habituent. Dès qu'ils s'habituent, dans beaucoup de pays, ils sont des fois pas habitués. Dès qu'ils s'habituent, après 2-3 minutes, t'as ta première, deuxième vanne, boum, ils sont là avec toi. Ouais, c'est bon. Ouais. Et puis, je pense que c'est que les thèmes et les références qu'il faut changer de temps en temps. Il y a des thèmes quand même universels, les relations hommes-femmes, relations avec tes parents, voyager, ça fonctionne partout. Mais il y a des choses qui sont très culturelles et qui appartiennent à la place où tu es. Et il faut vraiment aller creuser. Tu as dû vachement apprendre, du coup, tu dois connaître le monde parfaitement quand même. Enfin, pas parfaitement forcément, t'es pas géopoliticien non plus, mais tu dois bien connaître le monde, quoi. Écoute, c'est pas le connaître, c'est, je pense, la clé, c'est d'être intéressé. Si t'es intéressé, t'es curieux, tu veux savoir plus, ça va marcher. Il faut que tu sois vraiment intéressé pour vrai. Il faut pas que ça soit, ouais, je vais aller construire des blagues ici et là, je vais aller chercher des généralités, je vais former quelque chose. Et puis, ça va marcher. Je vais ajouter une danse ici, une petite chanson, je vais faire des grimaces. On package le tout et bon, ça devient un spectacle. Il faut vraiment que tu dises, OK, ça m'intéresse. Je veux savoir plus. Je veux aller jusqu'au fond de chaque question. Je vais poser. C'est un vrai travail d'anthropologue, de sociologue. Il faut le faire. Il faut faire ses devoirs. Si tu n'es pas prêt à souffrir, faire les devoirs, écrire, aller tester et de prendre les bides et de tout former comme ça, oublie, c'est pas pour toi. Ou reste où tu es confortable et continue à faire tes spectacles où tu es confortable et continue à faire ce que... Mais sinon, si tu vas aller voyager, faire ailleurs, il faut avoir cette approche. C'est important. Il y a quand même aussi Hollywood Reporter qui t'a nommé un des 10 talents en humour à surveiller à travers le monde. Ouais, non, c'est cool. Écoute, c'est cool. Mais en même temps, c'est des choses que je retiens pas. Oui. Une des choses que je déteste, parce que je veux pas non plus que ça me rende paresseux, je célèbre jamais mes victoires. Jamais. Je célèbre pour 30 secondes. Mais après ça, je passe à autre chose. Tu t'offres jamais de répit? Non. J'essaie de toujours garder cette faim, de rester affamé pour la prochaine étape. Comment tu arrives à garder ça après 22 ans? Je donne tout à mes parents. Je donne tout à mes parents. Tout ce que j'ai gagné, tous mes trophées, tout ça c'est chez mes parents. Mes parents célèbrent mes victoires pour moi. C'est drôle ça. Ouais, et puis, ta chambre d'enfant doit être un sacré musée. Ouais, c'est fou. Écoute, tu peux pas venir chez mes parents sans regarder une vidéo de Sugar Sammy. Ah oui? Ouais, tu viens chez moi, tu peux pas quitter. Mon père est comme, non, asseyez-vous, il faut regarder. Puis la personne est là, monsieur, je suis ici pour réparer les tuyaux. C'est vraiment ça. Ok, c'est très drôle. Ouais. Ok. Donc, passez les auditeurs. Ok, alors, t'as aussi fait la première partie de Dave Chappelle. En 2006. C'est incroyable ça. Ouais. C'était avant son départ en Afrique du Sud, du coup, après. Il venait de revenir peut-être. Il venait de revenir, mais c'est une légende. Et là, sa légende était à son pic. Il venait de dire non à son deal de Comedy Central de 52 millions. Et il y a mon gérant dans le temps qui s'appelle Mark Hamill qui m'a appelé. J'étais en route vers Ottawa. Ottawa, c'est la capitale du Canada, pour ceux qui écoutent. Et puis, j'étais tête d'affiche dans un comedy club. J'allais faire un week-end. Je suis là dans ma voiture, en train d'aller vers Ottawa. Et puis, mon manager m'appelle et il me dit « Qu'est-ce que tu fais mardi prochain? » J'ai dit je fais un open mic. C'est une scène ouverte pour essayer du nouveau matériel. Écoute, tu peux faire ça ou tu peux faire la première partie de Dave Chappelle. J'ai dit quoi? Il fallait que j'arrête. J'ai dit quoi? Il a dit ouais, écoute, on a envoyé ton DVD dans le temps. On a envoyé ton DVD. Ils ont aimé. Ils veulent que tu fasses la première partie 2 fois au Massey Hall, 3000 personnes. C'était
la plus grande salle que j'ai fait jusqu'à date. J'avais jamais fait. Ok. Je faisais des comedy clubs, 200 personnes, 300 personnes au Canada. Et là, il me dit, ça te dit, tu peux pas dire non. Non, tu peux pas dire non. Tu as envie de dire non parce que ça te fait peur. Mais tu peux pas dire non. T'avais envie de dire non parce que ça te fait peur? Mais tu sais, t'as peur, t'as dit, merde, je peux pas. Cette pression. Ouais, il faut que tu dises oui parce que tu dis, je peux pas passer à côté de ça. Alors, j'ai fait. Je suis allé, j'ai dit, je suis allé en Arizona, j'ai dit, combien de temps est-ce que je fais? Ils disent, on sait pas. Tu continues jusqu'à temps qu'on te donne le light, la lumière. J'ai dit, OK. Parce qu'il était pas arrivé dans le théâtre, à mon avis. Non, il est venu me rencontrer en arrière-scène avant, tu sais, mais je pense que lui, il a besoin de feeling, de monter sur la scène. Alors, j'ai dit, OK. Et j'ai dit, OK. Et là, je monte sur la scène, et le show avait commencé en retard. Ça avait commencé comme 1h30 en retard parce qu'il y avait comme un souci, le line-up, je sais pas quoi. Et écoute, c'était un public déjà, c'est très urbain, entre guillemets, mais très aussi hostile parce que ça fait 1h30 qu'ils attendent. Ah oui, d'accord, ok, énervé un peu. Ouais. Énervé. Et là, il y a un DJ sur la scène, les lumières s'éteignent, et t'entends, tout le monde qui fout. Et là, personne ne sait qu'il y a une première partie. Ouais, ils attendent Dave Chappelle, putain. Ouais, ils sont en train de présenter. Ladies and gentlemen, and here he's the number one comedian in Montreal. Give it up for Sugar Sammy. Et le silence, mon gars. Oh non. J'arrive parce que tout le monde attendait. Oui, normal. Je sais pas, 1h30. Alors j'arrive et je commence ma première vanne. Et je sais pas, il y a quelqu'un du balcon, 3000 personnes. Bouh! Je sais pas qu'est-ce que j'ai fait, j'avais une réplique, bam, je l'ai mis à sa place. Et tout le monde commence à hurler. Et j'ai eu le public comme ça. Mais j'étais en mode survie. Ouais, normal. Et là, bam, j'arrive sur la scène. Et je savais même pas combien de temps ça allait durer. Ils m'ont donné un light à genre 25 minutes. Ah, t'as fait 25 minutes? J'ai fait 27. J'ai dit, merde. Parce que là, j'arrivais, j'ai dit, man, j'avais genre 30 bonnes minutes que j'étais fier. Et 15 minutes, à ce moment-là, j'avais 45 minutes en tout. Et 15 minutes, j'étais et que j'allais pas mettre. Moi, je pensais que j'allais faire 10 minutes. Ouais, normal. Donc là, tu commences à gratter sur le matériel qui n'est pas là? Non, j'étais oui. J'ai dit, j'espère que le la light s'en vient, la lumière s'en vient. Et la lumière est arrivée à 25, j'étais content. J'ai fait mes 2 dernières blagues. Boum, je l'ai présenté. Et je te dis, j'ai vraiment eu une super expérience. Le public a aimé, lui, il a aimé. Et après le spectacle, il a doublé ma paye. Ouais, ce qu'il m'avait promis. Et puis, honnêtement, c'était jusqu'à ce temps-là, le spectacle où j'étais le plus nerveux avant. Ouais, normal. Et le plus content après. Ouais, alors, normal. J'étais content. Ouais, alors j'ai fait 2 fois avec lui. Parce que Dave Chappelle, quand on le rencontre, est-ce qu'il a... Enfin, je l'ai juste checké, moi, une fois, quand il est venu à Paris. Je suis allé dans un jazz bar après et je l'ai vu et je l'ai juste checké, mais... Est-ce qu'en lui parlant un peu, tu sens l'énergie d'un mec? Pour moi, il est au-delà d'un stand-upper, en fait. Pour moi, c'est quelqu'un qui m'a appris des choses, quoi. Ouais. C'est un professeur, pour moi, de vie, de ce que je veux faire dans la vie, de plein de choses. Quand tu le vois, il a quelle énergie, en vrai? L'énergie qu'il avait, écoute, je pense qu'il va même pas se rappeler de moi. Je pense qu'il a eu plein de premières parties dans plein de villes. Mais, écoute, il était tellement... Moi, ce que j'aime avec... tu sais, puis j'aime ça aussi, c'est simplicité. Ouais. Pour moi, il était dans le temps, je ne sais pas s'il a changé ou non, mais mon souvenir de lui, c'est qu'il était simple. Il est venu en arrière-scène, jean, t-shirt, tout seul, il n'y avait pas d'entourage, il n'y avait pas de fla-fla, il n'y avait pas d'artifice. Il est venu là pour les bonnes raisons. Il est venu, et j'ai dit à mon manager, à Marc, dans le temps, j'ai dit, Marc, comment est-ce que je l'approche? Qu'est-ce que je dis? Il dit, on reste dans ta loge et... il va venir te dire bonjour. Alors, moi, je reste dans ma loge. Moi, je garde mon respect. Je dis, OK, je reste là, je parle avec Marc, et puis il est rentré, il a cogné, super poli. Je voulais juste dire bonjour, merci de faire ça. Je dis, wow! Et après aussi, il a vraiment aimé. Il m'a dit, hey man, j'ai vraiment aimé ça, c'était cool. Ouais, et puis, mais c'était simple, c'était lui, un sac de chips. Et puis, tu sais, genre une bouteille d'eau. Puis Dave Chappelle, quoi. Ouais. Dave fucking Chappelle. Ouais, exact. Et moi, j'adore ça avec l'humour aussi. Tu sais, oui, on se rencontre assez facilement et on arrive à échanger assez facilement. Ouais, aussi. Et puis, de pas avoir tous les pièges de la vie de star qui existent autour. Ouais. Tu veux pas ça, tu veux te protéger de ça. Ouais, je comprends.
Tu veux t'éloigner, c'est pour ça que je prends le métro. Ouais, je comprends. Like, tu veux toi-même te protéger de ça. Ouais. Il faut, man. T'as déjà eu des alertes dans ta vie et te dire oh merde, je suis en train de péter les plombs là? Non. Non, t'arrives J'ai à jamais garder. eu ça avec moi. J'ai eu ça avec des gens autour de moi. Ok. Et ça, c'est comme... il faut toujours faire attention. Mais Ok. ça, moi-même, non. Moi-même, je pense que je me ressource tout le temps. Je retourne tout le temps à mon quartier d'enfance. Je pense beaucoup de temps là. Même ma vie sociale est toujours là. Je magasine là. Je fais mes courses là. C'est comme je garde... Ok. Je T'as retourne- vraiment ce truc-là de vouloir garder. Ouais, à la source, de rester à la source et Ok. de rester proche de ma famille et de vraiment Ok. juste, C'est beau ça. Hein. ouais, mais il faut. Je pense qu'il faut. Mhm. Parce que tu peux facilement te perdre. Ouais. Tu sais, tu peux facilement te perdre et puis je pense qu'il faut toujours faire attention à ça. Ok. Ouais. Oui, non, mais je suis assez d'accord. En plus, si tu veux garder un contact avec les humains en face de toi, parce que comme c'est un feeling que tu as avec les gens, faut que les gens sentent ça chez toi aussi, quoi. Ouais, parce que personne peut... Ouais, comme tu peux pas aller commencer à vivre cette vie et puis parler de ça sur la scène. Personne, premièrement, va te respecter. On pense que t'es un con. Numéro 2, ils vont jamais pouvoir s'identifier. Tu sais. C'est vrai. Hey, tu sais quand ta Ferrari est brisée, right? Ouais. Tout le monde, ça fait chier, non? L'hélico était en panne la semaine dernière, du coup j'ai dû prendre ma Ferrari. Ouais. C'est relou, non? Ouais, c'est vrai, t'as raison. Ah, il fallait que je prenne ma Ferrari jaune et ça fait chier, non? Ça va pas avec mon blouson, Ouais, non, je c'est comprends. ça. Ok, du coup, donc il y a ça, il y a aussi le fait que... là, ça c'est un truc qui m'a impressionné, qui me fait poser des questions. Il a été élevé dans un quartier multiethnique de la Côte-des-Neiges, éduqué dans les écoles francophones de la métropole québécoise. Très jeune, Sugar Sammy comprit qu'il allait devenir Delirious d'Eddie Murphy, fut en quelque sorte pour lui une révélation. C'est quoi un enfant qui veut devenir Eddie Murphy? L'enfance d'un gamin qui veut devenir Eddie Murphy. Ouais, c'est fou. Écoute, ça a changé ma vie, ce t'avais quel âge? special. Moi, j'avais genre 9-10 ans. Et quelque t'arrives chose comme à ça. avoir la maturité de comprendre un spectacle de stand-up. Enfin, je veux dire, c'est fou quand même. Non, mais tu sais quoi? C'est ça que je trouve intéressant. Tu sais, des fois, les gens disent « Ah, ce sujet que tu abordes, c'est peut-être quelque chose que le public, la référence est trop pointue ou je sais pas Ouais. quoi. » Et il y avait des références pointues là-dedans, surtout pour un gamin de 10 ans, right? Tu regardes ça, Mais ce qui était drôle chez lui, c'est qu'il avait tellement de thèmes universels et il parlait de son enfance et ça, tu comprenais. Il parlait de la pauvreté. Moi, tu sais, on n'était pas riches en grandissant, on s'identifiait à lui. Il venait des marges de la société comme, tu sais, un homme noir aux États-Unis. Tu sais, tu t'identifies aussi comme minorité visible au Canada. Like, tu t'identifies à ses soucis, à lui, à sa famille, comment ils ont grandi dans les marges. Et puis, pour moi, même si je comprenais pas quelque chose, je voulais comprendre. Ok. Tu vois? Ouais. Alors, tu as cette curiosité de vouloir Ok. comprendre. Et c'est ça, je pense, aussi qui est bien, c'est que même si c'est pas tout le monde qui va comprendre exactement de quoi tu parles, ils vont vouloir savoir s'ils aiment le reste. Ah, je veux savoir de quoi ils parlent. Ouais, je comprends. Et Eddie Murphy Delirious, c'était pas que le contenu, c'était la forme. C'est aussi Tu la sais, forme. il était cool, man. Ouais, Son ouais. manteau de cuir. Ouais, C'est pas un toujours en accident que j'ai cuir, un ouais. manteau de cuir sur Ouais. la scène. Ouais, toujours en cuir, toujours Ouais. une pièce de cuir. Il y en a plein. Hein. Ouais. Amy Schumer, elle a sa robe en cuir pour lui. Enfin, chaque Ouais. fois qu'un comédien a une pièce de cuir sur lui, c'est en référence à Eddie Murphy. Ouais, hein. exact. Ouais. Alors, pour moi, c'était... c'est ça, c'est un peu... si tu regardes mon costume de scène, entre guillemets, c'est manteau de cuir, tu sais, jean noir. C'est un peu mélange... hommage Elvis, années 68, Ok. le comeback special, et Eddie Murphy. Ok. Delirious, c'est un peu, tu sais, pour moi, un clin d'œil à ces deux moments-là. Moi, j'adore Elvis Murphy. Mais Elvis 68, pas Elvis après les années 70. Ok, C'est ok. pas Big Mac Elvis. Ouais, je comprends. Le Elvis qui se respectait encore. Ouais, salade César et bouteille d'eau Elvis. Exactement. Alors, ouais, les années 60. Drug free Elvis aussi. Ouais. peut-être. Mais bon, c'est un autre problème. Mais oui. Mais pour moi, c'était Delirious, c'était vraiment. Et du coup, là, t'as 10-11 ans et tu sais que tu veux faire ça. Ouais, Et là, t'es fils unique ou pas? non. T'as du coup, frères, sœurs, etc. Parents, ils te voient vouloir devenir. Ouais, ils voyaient que je Enfin, regardais ça toute ok. la journée, je faisais que ça. Écoute, Ok. on avait des VHS, je sais pas si ta génération Si, c'est quoi des VHS. j'en ai eu des VHS. J'en ai eu. On regardait des VHS et puis on l'a détruit ce VHS, on l'a Ok. tellement regardé.
Et entre le moment où tu l'as vu et le moment où tu as pris le micro pour la première fois, comment ça s'est passé? Écoute, je pense que... T'avais quel âge quand t'as pris le micro la première fois? 19. 19 ans. Ouais. Ok. Pour la première fois officiellement comme humoriste. Ouais, voilà. Ouais. Comme stand-up, ouais. Sinon, j'animais les spectacles d'école. T'as déjà eu un carton en animation de spectacle d'école? Ouais. Ouais. Écoute. C'est drôle ça aussi. Ouais, parce que on me connaissait comme tu sais, un peu le clown de l'école. Je faisais tout le temps, j'imitais le directeur, le professeur de gymnastique. Pour moi, c'était quelque chose, j'étais très, très habitué à faire ça. Et puis, monter sur la scène, animer le spectacle de fin d'année, pour moi, c'était non négociable. Ouais, voilà. C'est moi qui allais le faire. C'est pour cette raison que tu faisais l'école toute l'année, quoi. Ouais, c'est ça. Et je faisais tout à l'école et même à l'université pour aider mon parcours comme humoriste. Je voulais tout savoir. T'as construit depuis de l'école ça, quoi. Ouais, je voulais que faire ça. Ouais, donc t'es un peu comme les footballeurs professionnels qui rentrent en centre de formation à 12 ans et qui ont leur vie tracée, quoi. T'as eu ça, quoi. Ouais, mais pas officiellement. Oui, sans être officiellement, mais je veux dire, t'as préparé ta vie pour ça, quoi. Ouais, non, pour moi, c'était ça. Je voulais pas vivre ma vie. Il y a beaucoup de gens qui tombent dans l'humour, entre guillemets, par accident de vie à 25, 26, 28, 30 ans. Toi, ça a été une démarche comme Verino, il m'a dit ça la semaine dernière. Il y a eu Verino qui est passé dans un café au 7. Il m'a dit pareil, que depuis le début, il veut faire ça. Je le comprends aussi avec Verino parce que ça se voit. Ça se voit, il est vraiment doué. Moi, j'aime beaucoup. Oui. J'aime beaucoup. Et tu le sens chez lui que, tu sais, c'est tout ce qu'il veut. C'est comme il aime être humoriste. Ouais, j'adore. Non, pour moi, c'était non négociable. Okay. Il fallait que je fasse ça et je voulais pas passer le reste de ma vie à ne pas faire ça. À chaque fois que je voyais un humoriste à la télé, ça me faisait mal à l'estomac parce que j'étais comme, il faut que je fasse ça. J'avais ce côté-là et j'ai commencé à 19 ans. J'avais arrêté vers 22 ans pour quelques années, pour 5-6 ans. Pourquoi t'as arrêté? J'ai arrêté parce que tu sais, quand j'ai arrêté, je te dis, parce que de 19 à 22, ça allait super. Je faisais des plateaux, ça marchait bien. Bam. Je faisais des spectacles d'humour pour la communauté noire aussi. Il m'aimait beaucoup parce que j'avais ce style un peu urbain. C'est Bill Burr aussi qui va dans les black rooms pour tester. Les black rooms, comme pour moi, je fais les deux. Je fais les black rooms, les white rooms. J'adore et j'aime aussi aller dans plein de sortes de rooms et dire ok, il faut que j'aille gagner ce public-là. Ok, c'est drôle ça. Et puis je cartonnais dans ces rooms-là. Et puis à un moment donné, j'ai eu une soirée que j'ai fait et je te dis qu'est-ce qui est arrivé. Je suis devenu arrogant parce que ça marchait tellement bien. Et j'ai appris une sacrée leçon. De 19 à 22, tout marchait bien. Que je suis arrivé, j'avais un spectacle booké dans un black room. Et il m'avait déjà vu 2 fois. Et au cours des années. Et puis je suis arrivé là arrogant en disant, j'ai pas besoin de préparer. Ah ouais, ok. Oh man, j'ai rien écrit, ça va. Je vais freestyle. Ah ouais, ok. Oh man, écoute, c'est l'erreur de... Bah oui, 22 ans. C'est l'erreur d'un nouveau, te dire. Sans préparation, ça va aller. 400 personnes. Bide total, man. Ah merde. Mais dans un black room. Ouais. Alors, quand ça va bien dans un black room, tu sais que c'est énorme. C'est incroyable. Tu reçois l'amour comme jamais. Ils sont bruyants, ils adorent. Quand ça va mal, c'est la pire journée de ta vie. Ok. C'est la pire journée de ta vie. T'entends pas juste ça commence comme ça, ok, quand ça va mal. T'entends des... 1, 2, 3 de suite. Ils sont coordonnés. Après ça, c'est des choops. Après ça, c'est des ah ouais. Et ça, tu l'entends bien. Oh man. Ouais. Et après ça, ils commencent à applaudir tranquillement. Tu sais, comme, ok, c'est fini. Oh non. Ouais. Comme la chanson des Oscars quand tu fais trop long dans ton discours, exact, quoi. Exact. Ouh là là, c'est dur. Alors, c'est dur. Tu devais faire combien de temps? Je devais faire peut-être 10. Ok. Ouais. Puis j'ai fait peut-être... Et suite à ce passage, tu te dis, allez, stop. Ça m'a fait tellement mal. De subir ça. Je l'avais pas subi. Il faut le subir. Il faut savoir de le subir. Moi, j'étais toujours prêt. Et j'étais prêt. Et je répétais dans la douche. Je répétais tout le temps, right? Pour arriver. Mon premier spectacle dans un black room, j'ai répété dans ma tête. Et devant le miroir et avec des amis pendant 1 semaine et demie. Okay. Non-stop, je pensais juste à ça. Le dernier que j'avais fait, celui-là, où
j'ai rien fait. Ok. Je suis arrivé arrogant. Ouais, ça va Et marcher. du coup, l'arrêt, ça a été aussi pour retransformer un peu, pour enlever le côté arrogant du début qui marchait bien. Parce que t'as mis combien 4-5 ans à revenir sur scène ensuite? J'ai eu 4 ans, 5 ans. Et ça m'a pendant tellement ces fait mal. 4-5 ans, tu fais quoi? Non, j'étais à l'université encore. Ah, ok. Ouais, j'étais encore à l'université, j'avais Ok, d'autres ok. choses. Mais à un moment donné, je me suis dit, je commençais à voir des humoristes à la télé, ça me faisait mal de pas pouvoir jouer. Tu sais, de pas pouvoir jouer. Et puis, c'est comme être en amour avec quelqu'un et de l'avoir avec quelqu'un d'autre. Ouais, je c'est comprends. le même sentiment. Ouais, je comprends. Et je dis, il faut que je revienne. Il faut que je revienne. Et là, quand je suis revenu, j'ai dit, OK, je reviens. Tu sais, j'ai appris mes leçons. Et là, j'arrive toujours préparé, pas juste préparé, mais toujours avec la volonté de non seulement apprendre, de savoir que tu n'es pas le meilleur, tu vas jamais l'être, Ouais. mais de toujours avoir l'ambition d'être le meilleur. Ok. Tu sais, toujours avoir cette faim d'être le meilleur. Tu sais, continuer à l'avoir et continuer à apprendre. Et il faut que tu saches qu'à chaque jour, tu dois être meilleur que le dernier. Ouais, ça, je suis d'accord. Je pense vraiment que le stand-up, c'est, en tout cas, il y a beaucoup de choses autres, hein, mais en tout cas, pour moi, le stand-up, c'est un truc qui me nourrit non seulement pour pouvoir bosser plus, mais surtout pour être une meilleure personne chaque jour, ouais. Enfin, pour s'améliorer chaque jour, quoi. Chaque jour, il faut que tu sois Ouais. meilleur que ton dernier. Il faut que tu écrives, il faut que tu deviennes un meilleur auteur, il faut que tu regardes. Et c'est bon signe quand tu regardes ce que tu as écrit il y a 3 ans, 4 ans, 5 ans et tu te dis, ça passe plus chez moi. Ouais. Ça passe plus dans mon spectacle. C'est bon, très bon signe. Et je pense en arrivant en France et de mettre ce challenge, ça m'a donné ça aussi. Ok. Là, tu sais, en même temps que je suis ici, là, à chaque fois que je retourne, je commence à écrire mon nouveau spectacle québécois Ok. et mon spectacle canadien un peu aussi. Et je vois que mon écriture évolue. Ok, tu le Et sens. je le 22 sens. ans, quoi, après, ouais. Non, maintenant. Oui, non, mais maintenant. après, ça évolue encore, quoi. Ça évolue tout le tu- temps. ouais. Il faut. Tu sais, je regarde les choses que j'ai fait quand j'avais 19 ans, il n'y a pas une blague qui reviendrait dans Ah mon ouais? spectacle, c'est sûr. Il n'y a pas des idées qui reviendraient? Non, Ok. non, j'écrivais la maturité que j'avais à 19, Oui, 22. en même temps, t'as les- commencé tôt, ouais. Les choses que j'écrivais, ça n'a rien à voir avec Ok. aujourd'hui. Il faut avoir du vécu aussi. Oui, ça compte. Puis tu le vois quand un humoriste écrit, puis il est honnête, puis il écrit à propos de sa vie, puis ça fait partie de quelque chose il révèle quelque chose qui est vraiment exact chez lui, tu le sens, et ça lui fait du bien et un peu de mal de le dire aussi. Ouais, je comprends. Ouais. Je comprends. Il y a aussi un autre truc qui m'avait vachement marqué, c'est que tu as quand même joué devant, je sais pas combien de personnes d'ailleurs, mais les chiffres disent 100 000 ou 120 000, je sais pas, dans les rues de Montréal où il y avait des gens partout. Ouais, c'était ma dernière, parce que j'avais fait ma Mais tournée comment ça se passe ça? Parce que déjà jouer en plein air pour un stand-upper c'est très dur, Ouais, mais en plus devant une foule, apparemment il y avait des gens dans les rues adjacentes ouais. partout qui se sont agglutinés. Ouais. Et toi, t'arrives sur scène et là, tu vois 100 000 personnes. Tu te prends pour les Rolling Stones à ce moment-là. Tu peux pas garder. Non, mais tu peux pas garder. Là, Je vais te montrer une photo. J'ai une photo. Écoute, c'était ma dernière au Québec. Ouais. J'avais fait ma tournée québécoise pendant 4 ans et demi. Et tu sais, c'était une tournée incroyable. J'ai tellement, non seulement appris, j'ai tellement évolué, j'ai tellement eu du plaisir à faire ce spectacle qui était vraiment qui était, je pense, un peu une critique de l'establishment culturel québécois qui existait. Il y avait quoi à faire comme critique? Parce que moi, je connais pas bien le Ça Québec. changeait les codes. C'était un peu, tu sais, pour le Québec, tu sais, il y a une historique québécoise de, tu sais, il y a des référendums, le Québec veut devenir indépendant. Ok, il y a ça. Ouais, Ouais. il y a ce côté nationaliste. Ok. Tu sais, à chaque fois, il y a un côté nationaliste, ça vient avec beaucoup de dimensions, et de dimensions qui sont pas toujours favorables pour les gens qui sont issus des communautés. Ok. Tu sais, le nationalisme, ça entraîne beaucoup. Alors moi, la plupart des artistes qui s'affichent, qui sont au Québec, qui sont des artistes québécois, s'affichent comme étant indépendantistes, nationalistes. Ah oui, d'accord. Ouais, ok. ça n'a jamais été. Je suis le seul qui s'est affiché ouvertement comme fédéraliste, comme quelqu'un qui aime le Québec, mais à l'intérieur du Canada, et qui n'est pas gêné de le dire. Et juste de dire ça, c'est un crime Ok. à haute voix au Québec. Tandis que la plupart de la population québécoise au Québec est fédéraliste. Ah ok. veut- Donc, minorité veut- silencieuse que Ouais. t'as réussi à toucher, quoi. Ouais, c'est ça, une majorité. Une majorité silencieuse, pardon. ouais, Oui, oui. qui avait pas quelqu'un qui représentait. Donc j'en parlais. Ok.
Et donc à la fin, tu fais ton spectacle pendant 4 ans, ça marche bien, et là tu arrives devant 100 000 personnes. Écoute, quand on dit monte, c'est à toi, Samy. Ouais, mais ils sont venus pour moi, je savais, parce que c'était ma grande finale. C'était mon adieu au Québec avant de partir. Je connais plein de gens qui ont eu des grandes finales qui n'étaient pas devant 100 000 personnes. Hein. Je te jure, c'est pas tout le temps comme ça les grandes finales. Ouais, mais c'était ma grande finale en plein air à Just for Laugh, c'est juste pour rire. C'était vraiment mon adieu au Québec pendant les prochaines années. Pour dire aussi, pour célébrer et marquer ce qu'on avait fait, ce que j'avais fait au Québec. Alors pour moi, c'était important de le faire, mais c'était fou. Et puis, c'est toi qui as eu l'idée de jouer en plein air devant plein de monde? Ouais, c'était quelque chose qui a été proposé depuis longtemps. Chez Just for Laughs, ils en font des spectacles plein air. Mais pour moi, je voulais pas le faire jusqu'à temps que c'était la fin. J'ai dit, OK, à la fin, on va le faire quand il est super rodé et je sais exactement, je connais mes repères dans ces spectacles-là, je sais exactement où je m'en vais. Et devant 100 000 personnes, ça peut être complexe. Ouais, mais j'ai improvisé, j'ai fait du crowd work. Ok, on va parler d'impro après, de toute façon, parce que c'est quand même une de tes signatures, mais t'as fait du crowd work devant 100 000 personnes. J'ai fait du crowd work devant 125 000 personnes. Tu t'appelles comment? Ouais. Il y a un médecin dans la salle. Exact. Et j'ai fait du crowd work et j'ai même, je vais le trouver en ligne, je vais le poster à un moment donné. J'ai fait devant 125 000 personnes et c'était... Crowd work devant 127 000 personnes. Ouais. Peut-être encore du monde. Ouais, non, mais c'était fou. C'était même me rendre à ce spectacle-là, c'était difficile parce que là, je me suis dit, ok, regarde, je dis à ma copine, on célèbre, c'est un grand événement. Tu sais, on va laisser la voiture à la maison, on va prendre un Uber Black, on va se payer la traite. Normal. Et le Uber Black arrive premièrement. C'était le Uber Black le plus poche, le pire que j'ai vu dans ma... C'était même pas un bon Uber Black. Je pensais que ça allait être une belle voiture, mais t'as pas le choix, il faut que tu le prennes. Alors je le prends, c'est comme... C'était genre une Mercedes, mais station wagon, tu sais, comme wagon pour, tu sais, avec les enfants, que tu mets en arrière avec le coffre, ouais. Un truc de père de famille qui a réussi. Ouais. Quoi. Alors là, on prend ça, ok, fine. C'est qu'un humoriste, ça va arriver. Alors on arrive et puis on est bloqué, on va au centre-ville et puis c'est bloqué. On peut pas rentrer parce que tout le monde s'en va au spectacle, mais c'est bloqué. Là, j'appelle la sécurité, je dis on est bloqué. Ils disent il faut qu'on vienne te chercher. Et là, il faut que je sorte du Uber Black et j'attends à 4 rues. Et les gens me voient, hey, on s'en va à ton spectacle. Et c'est la sécurité qui vient me chercher et m'amène en arrière-scène. Mais pour moi, c'était un spectacle comme les autres, mais en même temps, quelque chose où je voulais célébrer ça. Ok. Et je voulais aussi... c'était un spectacle, pour moi, où je voulais l'offrir à mon public, aux gens qui n'ont pas eu la chance de voir le spectacle pendant les 4 ans. Parce que les billets de spectacle, c'est pas gratuit non plus. Et c'était un spectacle gratuit plein air. Pour les gens qui n'ont pas pu le voir. Alors, tu avais tout mon quartier qui est venu. Ok, ça c'est cool. Ouais, alors pour moi, c'était quelque chose... C'était important pour toi. C'est important pour moi que tout le monde qui pouvait le voir, puisse le voir. Et pour moi, c'est quelque chose que je voulais. Et puis aussi, c'était une façon de dire... C'est fini. C'est fini, mais de le marquer. Et pour moi-même de dire arrête parce qu'il faut que tu passes à autre chose. Bah là au moins tous les Québécois l'ont vu quoi. Ouais, exact. Là au moins tu peux plus faire de ça au Québec, c'est fini, vous avez tous vu. Exact, là il faut que je construise mon nouveau, mais il commence à être construit. Ok, tu parles de ton quartier qui est venu, j'ai pas rebondi dessus tout à l'heure, mais c'est un truc que tu parles beaucoup là, il y a un mot qui est revenu 3-4 fois, c'est minorité visible. Ouais. C'est marrant parce que c'est pas un mot que nous on n'utiliserait pas ça comme ça nous. Non, vous dites communauté où on dit des choses comme ça, mais tu vois qu'en France effectivement il y a des problèmes raciaux, tu le dis toi-même que c'est ça qui t'intéresse et qu'il faut en parler. Au Canada c'est comment? Ça existe partout. Ouais, parce que nous, moi en tout cas, j'imagine le Canada comme un grand havre de paix où tout le monde est gentil et où oui non mais je sais bien que non, c'est un peu non, probablement c'est mieux que beaucoup de places, mais c'est pas non plus parfait. Il n'y a aucune place parfaite, right? Ces problèmes existent partout. Aux États-Unis, on le voit beaucoup, on entend beaucoup. Ici, on en entend beaucoup. En Angleterre, on entend. Et même au Canada, au Québec, on a eu beaucoup de ça. Il y a eu beaucoup de tensions, il y a eu beaucoup de sujets. C'est toujours dans la discussion publique. C'est là, ça existe. Et je pense que c'est intéressant en même temps, parce que aborder ces sujets-là sous forme d'humour, je pense qu'il n'y a pas meilleure façon que de peut-être libérer ces sujets-là et de désamorcer ces sujets-là. Je pense qu'il y a quelque chose d'une manière légère. C'est là l'équilibre. Parce que des fois, les humoristes, je pense...
tu le vois, il tombe trop dans le social sans le rire. Et c'est là que tu perds un peu cette étiquette d'humour. Alors, l'équilibre, il faut que ça soit que le rire doit être en premier, et puis le message peut être là, mais il faut pas que tu perdes le rire. Et des fois, le le rire toujours d'abord, right? Alors ça, c'est là, des mais fois... tu vois, quand t'as vécu ça, je sens qu'il y a des trucs qui t'ont marqué. Le rire, il te fait du bien ou il est nécessaire? Il te fait du mal, mais il est important? Comment ça se passe quand t'arrives à avoir le rire sur un sujet qui te fait mal à la base? Il te fait du bien. Ouais. Ça te fait du bien, ça soulage, ça aide, tu respires mieux. Et je trouve même pour tout le monde, quand on voit un humoriste, moi quand je vois un humoriste et puis il me fait rire sur un sujet auquel je pense ou je vis, qui est omniprésent dans ma vie, ça me fait rire, ça me soulage, on se dit, ah wow, on a pu en rire et de peut-être de l'aborder, mais d'une façon légère. Je pense que ça m'intéresse beaucoup parce que je pense que les gens recherchent ça quelque part. Moi, je recherche ça quand je veux voir l'humour. Et là, si t'as choisi la France, t'as choisi un pays difficile parce qu'effectivement, nous, on manque quand même beaucoup de légèreté sur ces sujets-là, quoi. Ouais. Et toi, t'arrives et justement, on peut parler de tes moments d'impro qui sont des signatures. Enfin, si vous allez sur la page Facebook de Sugar Sammy, il y a toutes tes vidéos de moments d'impro, dont certaines qui sont incroyables. Et moi, 2 qui m'ont marqué particulièrement, une en anglais, une en français. Où à chaque fois, la première en anglais, c'est quand tu parles et que tu as dans la salle ce que tu appelles le The Happiest Iraqi You've Ever Seen. Voilà, et donc c'est l'Irakien le plus heureux que tu as jamais vu de ta vie sur scène. Et il y a une femme blanche qui dit Because it's America. Et là, toi, tu dis la femme blanche dit que tu peux être libre, donc c'est bon, sens-toi libre. Ouais. Et la deuxième qui m'a fait beaucoup rire, c'est en France où tu as une rangée de gens qui travaillent chez Orange et qui doivent diffuser le réseau Orange, mais qui ont des prénoms qui viennent d'ailleurs, et que tu fais des blagues en mode quelle organisation c'est, et là tu dis je vois les blancs dans la salle qui osent pas rigoler, et à chaque les deux, et là j'ai fait le rapprochement que les 2 impros que j'ai préférés de toi, de ceux que j'ai vus, c'est quand tu parles des blancs qui arrivent pas à réagir aux blagues. Il y a un truc peut-être derrière ça, non? Ouais, c'est ça, il y a comme on appelle ça en Amérique du Nord white guilt, la culpabilité blanche, la culpabilité blanche, tu sais, la culpabilité d'être privilégié, c'est un peu merde, il a raison, on peut pas. C'est drôle, hein. C'est vrai, c'est drôle que ça existe un peu ici aussi, je pense. Mais c'est vrai qu'il y a de ça. Il y a de ça avec la gauche, tu sais, avec seulement avec certains peut-être moi j'ai quand même eu des commentaires ici parce que je parle beaucoup de Canada, je compare le Canada et la France, et puis mais il y en a que ça les dérange aussi, ce discours en France, mais je le savais, quand 35% de la population vote pour Le Pen, c'est sûr qu'il y a des gens que ça va déranger, mais moi, tu l'as pris comment ce pourcentage dès que tu l'as vu apparaître, toi? Je sais pas, j'ai lu le journal. Non, mais tu l'as pris comment? J'ai dit wow, parce que t'étais dans ton spectacle à ce moment-là, t'étais à Paris? Ouais, j'étais à Paris, je venais de quitter, j'étais ici pendant le premier tour. Parce qu'il y a 2 tours, le premier tour, j'adore, et le premier tour vers ça. Êtes-vous sûr? On vous donne un deuxième tour. C'est vrai que vous n'avez pas de tour, vous. Non, nous, on vote, et puis la personne qui a eu le plus de votes, on gagne. Ici, c'est est-ce que vous êtes sûr? Vous êtes certain? Parce que on vous laisse une semaine pour réfléchir. On vous laisse changer d'idée si jamais. On refait un débat avec les deux, ils vont parler, vous allez vous faire de. Vous êtes certain que vous voulez cette personne-là? Non, alors. Moi, j'étais ici pendant le premier tour, deuxième tour, je suis parti, au cas où il y avait le bordel qui allait être foutu. Non. Mon spectacle était fini. Mais en même temps, ça donnait bien. Puis j'étais surpris. J'étais surpris parce que ce qu'on voit à Paris, ce qu'on voit qui est affiché dans la discussion populaire, la discussion à la télé, les discussions, n'est pas nécessairement ce qui est discuté quand les portes sont fermées. Oui, je comprends. Et ça, c'était la même chose pour ce qui est de la souveraineté, le fédéralisme, mais tu sais, ça, c'est un peu à l'inverse. Mais en France, ça, c'est une très grande particularité en France, ça, parce que ce soit mes parents à l'époque des élections de Mitterrand ou mes grands-parents à l'époque des élections de De Gaulle, ils me disaient, nous, on a voté là et là, mais en fait, si tu parlais aux gens, ils disaient pas qu'ils avaient voté pour eux, quoi. Comme, ils disent le contraire, et dans l'urne, quand ils mettent le truc dans l'urne, ils mettent leur propre nom, quoi. Exactement. C'est la même chose pour les États-Unis. Tu sais, les 2 fois que George Bush a gagné, tout le monde était super surpris. Là, Trump vient de gagner. Tout le monde était surpris. Moi, je le savais dès que je l'ai vu à la télé. Il a donné son premier discours. J'ai dit, il va gagner. Ah oui, t'as senti direct? J'étais par texto avec mon ami Simon Olivier, avec qui j'ai écrit ces gars-là, puis on a joué ensemble. Et j'ai texté, j'ai dit, t'as vu le discours de Trump? Premier discours. Il a dit, ouais. J'ai dit, il va gagner.
Il a dit non. Je dis, crois-moi, il va gagner. Et puis là, quand il a gagné... D'où est venu ce sentiment? Je l'ai vu, tu sais pourquoi? Parce que tu vois Hillary et tu vois Trump, on s'entend que les deux sont pas stables mentalement, les deux, ok? Mais lui, il est plus sûr de lui. Ouais. Elle était un peu fragile. Alors, quand tu veux quelqu'un qui te représente, puis tu as deux personnes qui sont pas complètement stables, est-ce que tu veux celui qui est sûr ou celui qui est fragile pour te représenter quand il y a... Et je savais que les Américains allaient prendre pour lui. Okay. Je le savais. Je dis, ils vont prendre pour lui, man. Il a l'air... Même si tout ce qu'il dit est un peu fou et faux, il a l'air d'être convaincu de ce qu'il dit. C'est dingue, ça. Hein. Tandis que elle, on dirait qu'elle n'était pas tout à fait certaine non. de son discours. Lui, non, c'est ça et ça va arriver et suivez-moi. Donc le jour de l'élection, ça t'a pas surpris le résultat? Non. Tu t'es dit, ok, normal. Et là, je le cale encore. Il va gagner une deuxième fois. Ah oui, il va Je le dis tout de suite. Oh là là. Il va gagner une deuxième fois. Là, tu l'as enregistré. Deuxième fois. Ok. Et c'est fou parce que c'est ça, et même là, les gens étaient surpris. Effectivement, on parle parce que là, on était parti aussi sur un truc qui était intéressant où tu disais à Paris, c'est pas comme ça. C'est vrai que c'est pas représentatif à Paris parce qu'à Paris, il y a eu je crois que c'est 5 ou 6% de vote Front National à Paris. Ouais. Donc c'est très faible. Ouais. Mais tu as fait des tournées aussi dans la France maintenant. Ouais. Et toi, on va parler de l'impro après un peu plus longuement, mais justement, toi, tu as besoin de sentir la salle, sentir l'énergie. Différence Paris-Province, il y en a une pour toi? Il y en a eu, mais pas tant que ça, parce que je pense que les gens qui viennent me voir savent à quoi s'attendre un peu, tu sais, et savent, et j'ai pas eu vraiment un public, j'ai eu un public, même quand je suis allé en province, j'ai eu des publics très diversifiés dans la salle. Tu sais, j'ai eu de tout, toutes les cultures, tous les âges, et même s'il y en avait qui avaient voté Front National, ils ont aimé le point de vue de l'extérieur. Je pense que puisque je viens de l'extérieur, on me laisse aller. Là, ça, j'en parle de Jim Jeffries aux États-Unis. C'est un mec qui est aussi dur sur le second amendement de droit de porter des armes. Ouais. Le mec, c'est parce qu'il n'est pas américain qu'il peut être aussi drôle là-dessus, quoi. Ouais, c'est ça. Je pense qu'avec ça, je l'ai entendu souvent avec des potes humoristes qui me disent puisque tu viens de l'extérieur, tu peux faire ça. Nous, si on dit ça, on va nous regarder comme pour qui se prend. Mais puisque tu viens de l'extérieur, tu es capable d'aller plus loin avec la critique. Et puis, mais en même temps, j'ai vu des humoristes ici qui vont loin avec la critique. Non, mais en fait, moi, ça, là, je suis à peine d'accord. C'est qu'en fait, si tu prépares vraiment ton truc, tu peux aller aussi loin que tu veux, mais faut être bon, quoi. Je regarde des gars comme Haroun. Haroun, lui, il va quand même très loin avec ce qu'il dit. Oui, bien sûr. Et puis, j'adore comment il aborde ces sujets-là. Tu sais, Haroun, je le vois aller, puis je suis comme, ah man, c'est cool ce qu'il fait. Il va loin. C'est vrai. Non, mais tu sais, je pense que c'est comment c'est amené aussi. Tu sais. Mais moi, je pense que, puisque je viens de l'extérieur, on me dit, puisqu'il le dit, et il le fait d'une manière objective, entre guillemets. Tu sais. Il le voit de l'extérieur, c'est comme s'il analyse. Ouais, peut-être qu'il a raison. Tu sais. Je comprends. Ça. Alors, on laisse aller un peu. Tu sais, même dans mon spectacle, je parle de comment... la France est raciste. Et je le dis, vous êtes raciste. Et puis ça rit. Et puis je me dis, dingue, ils rient. Parce qu'ils sont comme, ouais, t'as raison, on le sait. C'est ouf, hein. Ouais. Mais t'arrives à le dire, Ouais, mais c'est dit avec... On dirait, c'est désamorcé d'une façon oui. Mais c'est ça, je sais pas, je pense que c'est le fait que je viens un peu de l'extérieur, mais je pense que je le vois de plus en plus ici. Il y a ce côté stand-up, commentaire social qui commence à vraiment exister. T'as des... ça devient une nécessité plutôt qu'une mode, quoi. Ouais, puis on voit que les humoristes, de plus en plus, ils commencent à faire ils commencent à utiliser le style stand-up au lieu d'aller dans les sketchs. Tout ça, je le vois pas. Je l'ai pas vu dans les plateaux, surtout. On le voit pas. Ça serait étrange aujourd'hui. Peut-être. Non? De voir un plateau que c'est que du stand-up et t'en as un qui arrive au milieu qui a pas vu ce qui se passait en France depuis les 10 dernières années qui fait « Bienvenue à la comédie ». Mais tu sais que ça arrive parfois. Hein. C'est vrai? Tu sais, mais un petit peu, si, ça arrive parfois. J'ai pas vu encore. Mais tu l'as vu dans des plateaux ici? C'est rare. Mais quand ça arrive, le public, il voit que c'est différent. Oui, c'est pour ça. Après, ça arrive que ça prenne quand même, mais c'est différent, quoi. Ouais. Après, je sais pas à quel point faut qu'il y ait de la cohérence ou pas, mais bon, après, je suis personne pour juger ça. Mais c'est vrai que j'ai vu des moments où on s'est dit, ok, nouvelle ambiance.
Ouais. On va changer de registre un petit peu. Tu déconnectes parfois ou pas de tout, de la comédie? Non. J'ai l'impression que tu déconnectes C'est pas. impossible. Donc ça fait 20 ans que t'as pas déconnecté de la comédie. C'est impossible. Non, je veux dire, quotidiennement, au travail, en termes de... Écoute, si tu regardes mon téléphone, j'ai des notes tout le temps, avec tout ce qui se passe. Des fois, il y a quelque chose qui arrive en entrevue, je dis, il faut que je le garde pour mon spectacle. C'est quelque chose qui sort, je dis, j'ai sorti une bonne vanne, il faut que je le note. Ou je suis tout le temps en train de travailler des blagues. Il y a des blagues que c'est des années que je les travaille. Ok, dans ta tête. Dans ma tête, et que j'ai des morceaux, et puis c'est pas fini, et puis enfin je le fais sur scène et je le finis à quelque part. Et tu sais, des fois ça me prend. Tu sais, il y a des blagues, tu dis, je sais pas, celle-là on dirait que c'est pas. Je comprends. Là, je la raconte à un pote, un autre humoriste, je dis, qu'est-ce que tu penses de ça? Et puisque toi, t'as le nez dedans, t'es tellement habitué à ta propre blague, t'arrives plus à voir que c'est bon, et là tu dis, qu'est-ce que tu penses? Et là ton pote dit, man, pourquoi tu la fais pas? Fais-la! Et là tu dis, merde. T'as des potes attitrés? Stéphane, ma première partie, Stéphane, c'est ce gars-là, il connaît tout en humour. Il connaît tout. Dès que j'ai un doute sur quelque chose, comme, qu'est-ce que tu penses de ça? Il dit, ouais, c'est bon. Ou il dit, t'as besoin de finir, c'est pas fini. Ok, et là, ça c'est un truc qui m'intéresse beaucoup. Tu dis que t'as beaucoup de notes, que tu notes tout le temps, etc. Ouais. Je comprends un peu ça. C'est quoi ta discipline de travail là-dessus? Tu relis tes notes souvent, tu les recadres, tu les laisses et ça part et ça revient, tu les relis. C'est quoi ta discipline de travail vis-à-vis de ça? C'est tout. Ça se passe naturellement, quoi. T'as pas de plan? J'ai pas de plan parce qu'à chaque fois que je me suis dit, ok, je m'assois devant mon ordi et j'écris, c'est jamais bon. Tu vis ta vie, t'observes, t'as un commentaire qui sort de ta bouche, tu dis, ok, ça je la garde, ça rentre dans mon spectacle. Ou, tu sais, il y a des blagues que tu finis des fois c'est les meilleures, dans 1 minute, tu l'as. Et t'en as d'autres que tu travailles pendant des mois et des mois, ou tu travailles pendant des années, et que, enfin, tu les complètes. Des fois, j'ai 2 blagues indépendantes qui ont rien à voir une avec l'autre. Je suis en train de les travailler, elles sont pas finies. Et là, des fois, je dis, attends, si je mets ça avec cette blague-là, je les mets ensemble et je coupe un peu ici. Wow, ça marche. Là, vous n'avez pas le visuel, les gens qui écoutent, mais je viens de voir en face de moi Rain Man qui est en train de résoudre une équation. Quoi. Vraiment, tu as ce truc de, ok, la vanne se forme devant tes yeux. Quoi. Ouais. Et fois... tu dis, elle n'est pas finie. Ça, c'est un truc qui m'intéresse aussi. Quand est-ce qu'une vanne est finie? Jamais. Ouais, voilà. Jamais. Elle n'est jamais finie, mais elle est prête. Elle est prête avec le rire, quoi. Ouais. Des fois, elle est prête et t'as toujours quelque chose t'ajoute des fois, le plus tu la joues, le plus quelque chose s'ajoute. Surtout, il faut que tu sois libre de penser. C'est-à-dire, t'es pas en train de penser à ta blague sur la scène et c'est là que je comprends. T'as un autre tag qui arrive, un autre punch qui arrive de nulle part, right? Une autre virgule ou je sais pas, une pause ou un callback. Et pour moi, c'est toujours aussi c'est important de continuer à améliorer ton spectacle. Les gens s'imaginent pas qu'une virgule ou une pause peuvent tout changer en termes de rire. Tout. Un mot peut tout changer. Ouais, c'est drôle. Un petit mot. Enlever un mot. Des fois, c'est même pas ajouter, c'est enlever quelque chose. Tu dis, je l'ai. C'est pas... Le stand-up, c'est toujours l'efficacité, c'est l'écononomie des mots. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est l'économie des mots. Et des fois, tu dis, ça, c'est trop. Faut que j'enlève. Si je l'enlève, ça va rire beaucoup plus fort. Okay. À un moment donné, t'as ta squelette, t'as ton spectacle. Il faut que tu repasses dedans. Il faut que tu fasses le temps de dire, OK, je repasse, ça, j'enlève, ça, j'aime mieux. Tu sais, là, cette saison, j'ai repris mon spectacle et je savais, la première soirée, je le voyais et je filtrais ce que j'aimais plus. OK. Tu sais, et je le faisais sur scène avec le feeling. Et je dis, ça, je le mets plus. J'ai 2-3 nouvelles que je vais essayer. Je vais les mettre ici quand ça marche. Je vais les essayer sur des plateaux et je sais exactement où les mettre. Okay, maintenant, je sais, ça marcherait ici parce que ça rit sur cette blague-là qui pousse beaucoup trop loin. Alors, celle-là qui pousse encore plus loin, je vais la mettre juste là. OK. Parce que parfait. Et ici, je vais la récupérer. Après, si ça marche pas, je mets une de mes surefires, comme on dit, mes valeurs sûres. Je la mets juste ici, entre la valeur sûre et d'autres. C'est une partition, quoi. Ouais, il faut toujours que tu... Ouais, c'est une partition. Ouais, faut que je ramène le public. Parce qu'à un moment donné, tu dis, c'est l'expérience publique aussi. Tu sais, le stand-up, c'est pas juste... OK, on va aller sur la scène et on va faire... je vais faire tout ce qui me plaît à moi et puis on s'en fout du public. Et puis, non. Mais il faut aussi que tu dises, OK, il faut que je fasse ce que j'aime, mais en même temps, il faut que ça parle au public, il faut que ça les surprenne. Il faut pas que ça soit dans le cadre préétabli qu'ils connaissent déjà. Il faut que ça les surprenne. Ouais.
il faut que ça leur donne quelque chose qu'ils savaient pas qu'ils voulaient. T'sais. C'est vrai, c'est drôle. C'est comme une bonne baise. Je vois ce que tu veux dire. J'avais encore quelques questions à te poser. Non, vas-y, écoute, je suis ici pour toi. Moi, j'ai rien jusqu'à... Non, j'ai encore 2 heures. T'as encore 2 heures devant toi, putain. C'est parti pour 2 heures alors. Attends, 1h30, parce qu'il faut que je voyage aussi. Ok. Non, mais on fera moins d'1h30, mais il y a des tout petits points de détail. T'es aussi, j'ai l'impression, un comédien qui t'entraîne vraiment comme un sportif. Enfin, la première fois que je t'avais vu, je me souviens que tu m'avais dit que tu dormais. Enfin, ton rythme de vie, c'est que tu faisais toujours, quand t'avais un gros show, une sieste l'après-midi pour être très en forme le soir. Tu dis, il faut que je sois très en forme. En gros, je peux pas monter sur scène si j'ai mal dormi ou si je suis pas très en forme. Ouais. Et ça, c'est un truc que moi j'ai peu parce que j'ai une vie un peu dérangée où parfois j'ai dormi 4 heures, parfois j'ai dormi 6 heures, parfois t'as besoin de cette forme optimum pour pouvoir monter sur scène. Ouais, je pense que pour moi c'est important, je le vois de plus en plus. Tu sais, les jours où j'ai des spectacles, en termes de autre travail ou autre activité cérébrale surtout, il faut que je fasse rien. Okay. Il faut vraiment que je dorme bien. Il faut que je fasse rien parce que si j'ai le cerveau trop rempli d'autres choses, parce que c'est une partie de mon cerveau qui travaille, qui est différente, tu sais, le côté artistique. Mais si j'arrive et puis toute la journée, j'ai des meetings avec les avocats et avec le comptable et je fais des chiffres toute la journée, je suis en train de faire mes impôts. Quand j'arrive sur la scène, je suis pas libre. Alors je veux pas faire tout ça. J'essaie de garder, tu sais, les lundis, mardis, mercredis pour la business et les jeudis, vendredis, samedis pour le spectacle. Ah, tu t'organises vraiment fort comme ça? Ouais, okay. C'est ça. Je mets tous mes meetings de business lundi, mardi, mercredi. Donc je fais partie des meetings business. Non, mais mais en même temps, tu sais, comme j'ai... Non, ça c'est cool, comme si je faisais ça. Mais en même temps, ce qui arriverait, c'est qu'on a tellement parlé aujourd'hui de choses qui sont artistiques, c'est que je les aurais pas gardées. Tu sais, comme quand tu as dit, on allume le micro. Ouais. Comme ça, si on parle, tout vient naturellement. Ouais. Tout ce qu'on a discuté aujourd'hui, cette énergie créative, tu sais, je l'ai mis aujourd'hui dans ton podcast. Ok. Alors, tu vois, c'est un compliment. C'est beau. Non, franchement, je suis honoré de ouf. Et au lieu de le mettre en spectacle, mais tu vois, c'est comme je l'ai gardé. Là, t'aurais pas pu donner et jouer ce soir. Enfin, non, j'aurais pu jouer ce soir, mais je sais pas si j'aurais eu cette même liberté de pas avoir. Ok. C'est trop. Ok, je comprends. Mais c'est Jerry Seinfeld qui dit que la méditation lui a sauvé la vie vis-à-vis de ça, quoi. Enfin, le côté de faire le vide avant de jouer ou les choses comme ça, c'est sûr que. Ouais, j'ai jamais expérimenté, mais je crois que c'est important. Ouais, c'est un peu garder tout pour la soirée. Ouais. Tout garder pour le spectacle. Tout donner pour. Ouais, c'est ça, mais tout le... Et ta vie à côté, parce que ça, on en parle peu de ta vie personnelle, mais ta vie à côté, t'as quand même aussi, du coup, une fiancée, t'as des parents que tu connais et tout. Ouais. T'arrives à leur donner aussi, tu fais tellement ça pour ta vie de comédien. Ouais. Comment t'arrives à compartimenter ? Ouais, pour moi, écoute, c'est les moments les plus précieux, c'est avec ma famille. Ouais. Alors pour moi, c'est où je vais me ressourcer, je me sens le mieux. Sur la scène et avec ma famille. Donc pour moi, c'est les deux choses que j'adore le plus. Donc pour moi, c'est pas difficile de compartimenter. Ouais, c'est la même chose. Enfin, c'est ta vie, compartimenter. Compartimenter. Parce qu'en anglais, on dit compartmentalize. Alors en français, je compartimenter. Exactement. Et ouais, de compartimenter, c'est pas difficile. Pour moi, c'est à la fin de la journée. J'ai fini ma journée, je vais voir ma famille, je passe du temps avec ma copine. Ça se fait déjà sans trop penser. Ouais, c'est ça. Tu penses pas trop à ça. Ouais. Je pense pas trop à ça. Puis là, je me sens... je pense pour moi, c'est important. La famille, c'est très, très important. Ouais, moi, je suis d'accord, mais à quel point pour toi, enfin, qu'est-ce qui te... Moi, je trouve que dans l'Occident, dans les pays occidentaux, on a oublié cet art de valoriser nos aînés, de valoriser je suis complètement d'accord. notre famille, de les mettre en avant. Tu sais qu'il y a un documentaire qui est sorti sur les Blue Zones. Les Blue Zones, ils voient les places dans le monde où les gens vivent le plus longtemps. Et il y a 5 places dans le monde où les gens vivent jusqu'à 100 ans ou plus, 100 ans ou plus, mais sans maladie, sans bien vivre.
Et ils ont trouvé des places. Il y a une place en Grèce qui s'appelle Ikaria, il y a Okinawa au Japon. Ils ont trouvé c'est quoi les secrets. Premièrement, ils mangent super bien. Ils n'ont pas l'influence de l'extérieur. Beaucoup, c'est des îles. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas Pepsi Cola qui rentre. Ils n'ont pas... Ils mangent ce qui est autour d'eux. Et une des autres choses qu'ils ont dit, c'est qu'ils valorisent les aînés. Les aînés font partie de la vie quotidienne de la famille. On les voit tous les jours. Ils sont aussi impliqués avec les petits-enfants, les grands-parents. Ils sont aussi... Leur opinion est valorisée. À chaque fois, avant de prendre une décision, on leur demande leur opinion aussi. Ils font partie de la vie, ils font partie de la décision. Et ça leur donne envie de vivre mieux et vivre plus longtemps, psychologiquement, au lieu d'être isolés, tu sais. J'ai l'impression qu'on les met en stockage ici. Je suis persuadé qu'il y a exactement, qu'il y a un lien entre le cerveau et le corps et que effectivement, si tu te sens délaissé et inutile, tu vas lâcher quoi. Ouais, ici, on dirait que quand tu vieillis, c'est comme personne te regarde. Ouais. Tu deviens moi, je te dis, moi, je viens du Berry et moi, ma famille est très très soudée et nous, on est très proches de nos grands-parents, de nos oncles et tantes, de nos cousins. Enfin, je suis très famille moi en soi. Mais c'est vrai que c'est un concept à inventer parce que dans les sociétés effectivement où les gens vivent mieux, plus longtemps, c'est des sociétés où la famille est mise en avant. Ouais, en plus, tu sais que peu importe le stress que tu as ce filet. Ouais. Tu sais, pour nous, ça a toujours été important dans notre maison que on est 5. On est mes parents et puis on est 3 enfants. Puis c'était important que tout le monde était mis avant toi. Okay. C'est-à-dire que dans ta vie, tu es numéro 5. Okay. Tout le monde est numéro 1. Mais si tout le monde pense comme ça veut dire que chaque personne a 4 personnes qui pensent à toi avant de penser à soi-même. C'est ouf. Et je te dis, ça, ce que mes parents m'ont enseigné, tu mets toujours ton frère et ta sœur devant toi. C'est eux qui mangent avant toi, quand vous êtes les 3. Et quand vous faites, alors vous attendez tous. Ouais, exact. Vous regardez. Alors qui mange en premier. Mais tu sais, comme... Non, mais je vois ce que tu veux dire. Et surtout comme aîné, c'est comme, tu t'occupes d'eux autres. Et puis, tu as toujours cette mentalité, et eux, ils sont comme ça, et tout le monde est comme ça. Ça veut dire que tu as 4 personnes. Peu importe ce qui arrive, ils te mettent comme priorité. Ouais. Toujours. Et tout le monde a ça dans la famille. Alors, tu sais, on se sent super protégé, on se sent super Ils font quoi tes frères et sœurs Enfin, ils sont aussi dans l'artistique ou ils font des métiers plus... Mon frère, il organise des plateaux d'humour à Montréal. Okay. En anglais. Okay. Alors, il organise des plateaux d'humour, il gère un comedy club là-bas. Ma sœur, elle est chef pâtissière. Ok. Ouais, super. Okay. Super. Chacun a trouvé sa voie et sa passion. Ouais, et on encourage. Je pense que c'est très important ça d'avoir une fratrie en tout cas qui s'est trouvée et qui avance ensemble parce que c'est vrai que sinon ça peut être bizarre. Toi t'arrives, tu t'épanouis de ouf et t'arrives et t'as ta petite sœur qui je sais pas quoi. Enfin tu vois, c'est important qu'ils aient trouvé leur créneau. Parce que toi t'arrives, t'es quand même, enfin tu l'as déjà senti. Enfin je veux dire, même si c'est pas vrai et même si effectivement t'es famille et même si t'as resté simple ou tout ce que tu veux, t'es quand même Sugar Sammy quoi quand t'arrives. Enfin je veux dire, tu vois, c'est... Je dis pas que t'es différent, mais c'est pas... Tu vois, t'es quand... Mais tu sais, moi, je le vois pas. T'arrives, t'as joué devant 120 000 personnes la veille et tu vas déjeuner, manger le poulet chez tes parents le midi. C'est quand même beaucoup de contradictions et de... Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Ouais, mais ça, tu sais, l'autre partie de ma vie, je pense que je suis tellement dans le boulot que je vois pas... Je suis dans la bulle du boulot que je vois pas de l'extérieur. Ok. Tu sais, je vois pas tout ça de l'extérieur. Tu sais... Je rigole en regardant ça, mais je me rappelle aussi du gars que, tu sais, la première fois que j'étais tête d'affiche, c'était tellement drôle. La première fois que j'étais tête d'affiche à Montréal, j'étais host, j'étais en train de faire, première partie ici et là, mais quand je suis devenu tête d'affiche, j'avais mon premier week-end à un comedy club, j'avais plus de notoriété que d'argent. Okay. Alors j'étais très connu. Je suis devenu très connu, les gens me connaissais, j'avais fait plein d'interviews cette semaine-là, les 2 dernières semaines, ça cartonnait, tout le monde parlait de moi dans la ville, du côté anglophone. Je suis en route vers mon premier spectacle, j'ai pas d'auto, parce qu'à un moment donné, j'avais tout lâché que pour faire l'humour, alors je faisais rien à côté. Alors je vivais vraiment pauvreté, là, tu sais, je prenais l'autobus à Montréal, ici, je prends l'autobus anyway, mais à Montréal, je prenais l'autobus pour aller jouer, ma première tête d'affiche. Et là, t'as des gens qui embarquent dans l'autobus. Hey, Sugar Sammy! Hey, comment ça va? Vous faites quoi? Bon, on s'en va te voir en spectacle. Alors, j'ai pris l'autobus avec les gens qui allaient être mes fans. Mais pour moi, c'est comme je me rappelle toujours de ce moment-là et j'adore ce moment. J'adore ce moment. Pour moi, c'est comme, hey, man, on est tous pareils. Comme stand-up, comme humoriste. Et puis, on se reconnaît. Tu sais, on se reconnaît. Moi, je suis comme...
j'adore recommencer à zéro pour avoir ce sentiment aussi de recommencer à bâtir quelque chose qui vient de la jeunesse de quelque chose, puis de le voir grandir, de voir les gens apprécier ce que tu fais. C'est comme tranquillement, tu le vois de plus en plus. Ça va avec une remise en question personnelle, du coup, et c'était important aussi de se remettre en question et de continuer. Toujours. Parce que pour avoir la carrière que tu as aussi, tu as forcément besoin d'une partie de confiance en soi importante, non ? Oui. Mais aussi, je pense que c'est une question de maturité. Je suis content que j'ai eu mon succès tard. Ok. C'est-à-dire, j'ai pas eu mon succès dans mes vingtaines. Tu sais, dans mes vingtaines, je faisais autre chose à côté. J'étais promoteur, à un moment donné, promoteur de boîte de nuit. Ok. Et je faisais ça à côté. Et là, j'avais plein de succès là-dedans. Tu sais. Et, promoteur de boîte de nuit, c'est quoi comme métier ? C'est t'organises des soirées. Ok. Et c'est ta soirée. Tu dis à la boîte, OK, je prends à la soirée, c'est vide ce soir, vous voulez, je le remplis. Je vais le remplir avec 800 personnes chaque semaine. Vous gardez le bar, moi je garde la billetterie. Et puis boum. T'as fait ça ? Ben, j'ai fait ça. Et puis j'ai commencé à faire ça à l'école, pendant que j'étais à l'université pour payer mes frais de scolarité, pour bien vivre. Mais là, ça allait super bien. Ok. Et j'ai fait toutes mes erreurs dans mes vingtaines. Ok, avec c'est important. ça, toutes mes erreurs. Je dépensais comme un malade. Ok. Ouais. Parce que j'ai stressé récemment, j'ai 28 ans et j'ai stressé récemment de déjà vivre comme un vieux et de me dire, faut peut-être que tu te lâches un petit peu plus. Peut-être qu'effectivement, il faut que je fasse plus d'erreurs pour me... Non, ouais, mais pourquoi apprendre de ses propres erreurs quand tu peux apprendre des erreurs des autres? Oui, c'est vrai. C'est pour ça que je t'invite. J'invite des gens pour qu'ils me racontent leurs erreurs. Et comme moi, ça, j'aime mieux ça. Ouais. Mais en apprenant toutes mes erreurs, je me suis dit, OK, après, j'ai tout lâché ça pour vraiment me mettre en humour et j'ai revécu, tu sais, vraiment la base sans... j'avais pas beaucoup d'argent. Et puis, quand j'ai commencé à avoir du succès en humour, je me suis rappelé de toutes les erreurs que j'ai fait, me protéger contre ces erreurs. Tu l'as senti le moment où... C'était quand le moment où tu as senti que tu étais poussé dans le dos et que ça partait un petit peu, là, que le succès arrivait et que ça commençait à prendre? En humour? Ouais, ça a été une sensation, ça a été progressif ou il y a eu un déclic de OK, là, je suis propulsé, là? Progressif et à chaque fois, je pense que j'ai toujours eu des moments où je dis OK, ça... j'ai des moments où ça commence à me marquer, okay. Où je commence à marquer, je suis allé à une autre étape, je le vois les étapes, comme je vois les étapes venir petit à petit. Et je pense que c'est important d'avoir le succès comme ça. Ouais. Parce que quand ton succès évolue en même temps que toi, c'est-à-dire que tu n'as pas eu le succès. Tu sais, des fois, tu vois des gens qui ont un succès énorme en humour, très très vite, mais ils sont pas prêts. Bah oui. Et ils sont pas les humoristes qui devraient être au niveau du succès qu'ils ont. Et ça arrive, ça peut arriver. Je préfère que ça arrive tranquillement et que je l'ai mérité à chaque étape. Tu sais, à chaque étape, j'ai mérité ce que j'ai eu. Et je pense que c'est important parce que ça te donne la longévité aussi. Oui, la longévité, de toute façon, c'est sûr, parce que après, l'arsenic, ça prend du temps de toute façon. Donc, tu peux avoir un succès autre et qui t'amène à une notoriété. Mais effectivement, après, sur scène, il faut continuer à évoluer tous les jours. Et quand plus ça arrive tard, meilleur t'es sur scène, quoi, forcément. Ouais, non, et c'est ça, t'évolues d'une manière où les gens se disent pas « Ah, mais son deuxième spectacle. » Ouais, c'est dur, parce qu'après le premier spectacle, écrire le deuxième, c'est vrai que j'ai eu Farid et Kian, par exemple, au podcast. Et effectivement, ils ont tous les deux... Chaque fois que je les ai eu au Café Holo 7, c'était à des moments où Farid venait de finir son spectacle au Cirque d'Hiver capté pour Netflix et Kian venait de finir ses 5 casinos de Paris pour ses dernières de son spectacle. Et ce moment où tu es à la fin d'un spectacle et tu le lâches, c'est un moment très très difficile. Ouais. C'est un moment où tu te dis merde, il faut que je me réinvente et il faut que le prochain spectacle soit mieux que celui d'avant, quoi. Ouais. C'est une grosse pression. C'est une grosse pression, mais en même temps, je m'inquiète pas pour Kian. Non, je m'inquiète pour personne. Mais surtout ces deux-là, je les vois. Mais je me souviens bien de leur parler avec eux et qu'ils me parlent de ce sentiment de vide, de dire j'ai peur, comme si j'avais de 0 ans de carrière, quoi. Ouais, mais c'est tellement tellement bon d'avoir ça parce qu'une fois que tu passes par-dessus, tu l'as construit, tu sais, ça... Tu sens que tu as accompli quelque chose, tu te sens bien. Moi, je pense que le Québec, c'est pour ça que je suis parti aussi. Je dis, OK, il faut que le premier spectacle, moi, je pense que dans le temps où je le faisais, année 2, d'année 4, je me disais, ça va être difficile d'avoir un deuxième spectacle meilleur que celui-là. T'sais, on dirait que j'ai mis mes meilleures vannes là-dedans. Je peux pas écrire mieux que ça. Et année 4, je me suis dit, je commence à pas plus aimer mon spectacle autant.
Et c'est là que tu commences à avoir cette fin de réécrire. Et puis pour moi, je pense, quand je suis venu en France, ça m'a aidé parce que ça a amené mon cerveau ailleurs. Et là, quand je suis retourné au Québec, j'ai fait des shows secrets. Je joue dans une toute petite salle et j'arrive pour m'amuser, pour tester des nouvelles choses et pour improviser. Et pour moi, il n'y a pas meilleur spectacle. Je ne les fais pas en France pour l'instant parce que je n'ai pas encore la notoriété. Mes shows secrets, j'appelle ça mes shows. J'ai 2 dernières questions, une personnelle et une très générale. La personnelle, c'est tout ce qu'on vient de dire, Wikipédia, il y a encore d'autres choses qu'on aurait pu dire. C'est quoi la suite? T'as dit quoi? Je suis hétéro. Non, j'ai. C'est quoi là dans court, moyen, long terme, Sugar Sammy, il se passe quoi? Tu veux faire des films, des séries, continuer à jouer partout, jouer dans tous les pays du monde? T'as des objectifs secrets? T'as des trucs comme ça? Écoute, moi, mon ambition, ça a toujours été de pouvoir être sur la scène à tous les jours. Si je peux choisir d'être sur la scène à tous les jours de ma vie et juste faire ça, je suis content. J'ai pas l'ambition. J'ai jamais fait l'humour pour devenir acteur. Ouais. Il y a des gens que tu le sens tout de suite. Tu le sens, ils sont en humour, ils font de l'humour pour devenir acteur, ils font de l'humour pour devenir des vedettes, mais ils font semblant que c'est pas ça qu'ils veulent. Ah ouais, je suis dans l'art. Non, on le voit. Ils font ça pour devenir des stars. Moi, je fais ça parce que je veux être sur une scène à tous les jours, que ce soit devant 100 personnes, devant 1000 personnes, devant 100 000 personnes. Mais je veux continuer à faire ça pour que j'ai le choix d'être sur la scène à tous les jours et d'avoir le choix de ne pas l'être si je veux pas et de bien vivre. Ouais, ça, c'est mon ambition. Okay. De juste vivre ma vie et juste faire du stand-up si je veux. Ouais, je comprends. Et de choisir. Il n'y a pas une salle à Madison Square Garden ou faire la première partie de quelqu'un ou je sais pas, il y a pas ça, c'est pas des trucs, ça arrivera, mais tu l'as pas en tête quoi. Moi, si tu me donnes un micro, je monte sur la scène, je suis tellement content. Okay. C'est comme la base. Et c'est comme aussi, pour moi, c'est aussi de dire, d'avoir ce luxe de dire, je peux prendre 3 mois off pour vraiment juste penser à mes choses et remonter sur la scène. Ça va jamais arriver après. Des fois, quand je suis en vacances 2 semaines, ça commence à me gratter. Ouais, ben moi, oui, je comprends. Et j'ai peur de revenir après 2 semaines. Je comprends. J'ai tout oublié. C'est dur, hein. Ouais, faut savoir déconnecter. Je t'ai dit, j'ai dû prendre 3 semaines de jours off en cumulé en 2 ans. C'est sûr que c'est pas assez. Mais je peux pas faire plus quoi. Non, c'est fou hein. Je peux pas faire mieux. C'est une addiction. Ouais. Bah oui, c'est normal, c'est une addiction, c'est ouf. Et ça c'était la question personnelle, je comprends donc du moment. Et du coup, la dernière question que j'avais pour toi, tu connais quand même, là on avait parlé du monde, t'as vu 31 pays, peut-être plus d'ailleurs, parce qu'il y a peut-être des pays où t'es allé sans jouer. Tu parles 4 langues, t'es très globalisé entre guillemets, enfin t'es quelqu'un qui a joué partout, qui parle en langue, qui t'adapte là où tu vas, etc. On a parlé de l'état du monde en termes d'humour, l'humour universel, etc. Le monde en général, là, on voit, on va pas faire de la géopolitique de comptoir, mais le monde tel que tu l'as vu, là, en ce moment, en voyageant beaucoup et tout, il va comment? Toi qui es allé sur place. Le monde va comment? C'est très large. Et c'est pour finir la discussion sur un gros sujet de comptoir très large, mais c'est parce que ça m'intéresse, parce que tu y as vécu, toi. Moi, si tu veux, moi, je sais ce que je lis, je sais ce que je vois à la télé, je sais tout ça, mais j'ai peu voyagé, encore moins dans des pays. Moi, j'ai voyagé en Europe beaucoup, j'ai très peu voyagé loin. Donc, toi, qui as vu le monde, est-ce que c'est aussi catastrophique que tout le monde le dit? Est-ce que tu arrives à voir qu'il y a des bonnes énergies? Est-ce que ton feeling personnel sur le sujet? Écoute. Je pense qu'on est dans un moment, et on le sent, et c'est pas que les médias, on le sent, on est dans un moment qui est assez délicat dans le monde. Délicat, on est vraiment dans un moment où on est juste sur comme, on frôle le danger. On frôle le danger, et ce qui est inquiétant, c'est que peut-être les gens qui ont le plus de influence et de pouvoir en ce moment sont pas les gens les plus tolérants, mais pas juste stables. Oui, stable. Stabilité. Ils ont pas une stabilité énorme. Et ceux qui sont stables sont au pouvoir, mais dans des pays qui ont pas de pouvoir. Tu sais ce que je veux dire? C'est comme Trudeau, c'est le premier ministre du Canada, mais
sais, comparé aux États-Unis, Ouais. on est là, tu sais, mais J'avais un truc là-dessus sur la France, quand il y a Macron qui parlait dans une interview récemment et qui disait quand on élit un président français aujourd'hui, il faut savoir qu'on n'élit pas seulement un président français, on élit quelqu'un qui a un droit de veto à l'ONU, on élit quelqu'un qui a une grosse armée, on élit quelqu'un qui pèse beaucoup sur les pouvoirs financiers dans le monde. Et au moment où il dit ça, c'est pour parler de sa fonction et de dire qu'il se sent honoré d'avoir cette fonction-là. Mais au moment où il faisait cette énumération, moi ce que je me suis dit, c'est mais d'où les Français votent pour quelqu'un d'aussi important ? D'où nous on a le pouvoir de dire toi tu vas être aussi important. Tu vois, les Norvégiens, enfin ce que je parlais des pays nordiques qui parlent 5 langues à 12 ans, qui ont un QI de 180 de moyenne, et ils élisent l'équivalent d'un maire de grande ville quand ils élisent leur président. Et nous on élit quelqu'un, et effectivement en plus que ce soit États-Unis, France ou Chine, c'est des pays qui ont des histoires, Russie, des pays qui ont des histoires effectivement qui créent effectivement une instabilité assez marrante, historique, etc. Et on élit des gens les plus puissants du monde, et effectivement le côté instable est hyper intéressant à développer. C'est vrai que on élit des gens instables, quoi. Ouais, mais même en France. Je veux dire, même Macron, Macron, je sais pas s'il est si stable que ça. Non, mais je veux dire, c'est quand même, c'était le meilleur choix qu'il y avait dans la proposition. Dans la proposition. Oui. Et certains parleront de Benoît Hamon, mais qui était pas assez charismatique selon moi pour pouvoir occuper le poste. Mais il avait pas du style non plus. Macron, voilà, il est quand même stylé, tu sais. C'est le Farid des présidents. Ouais, c'est mais pour moi, c'est aussi, tu sais, veux pas qu'on ait le droit de veto à l'ONU, qu'on ne sait pas si l'ONU veut dire quelque chose ou c'est juste symbolique comme organisation aujourd'hui. Tu sais, tu as 2 personnes qui veulent rentrer en guerre nucléaire, ils vont le faire. Ils vont pas attendre de voir s'il y a un veto à l'ONU. Il y a un veto, t'as Trump, puis t'as la Corée du Nord. Ouais, t'as Kim. Oublie, man. C'est fini. Ils vont pas attendre l'autorisation de voir comment le vote a été. Tu le vois sur Twitter, c'est pas quelqu'un qui a du recul. Trump, c'est pas quelqu'un qui est capable de s'auto-analyser. C'est ouf, hein, d'ailleurs. Ouais. D'avoir un président aussi important et que moi je puisse m'imaginer lui dire non, tu as tort. Ouais. C'est la première fois de ma vie que je peux m'imaginer dire non, tu as tort à quelqu'un d'aussi important. Ouais, non mais. Genre c'est fou. Mais du coup, oui, donc le monde aujourd'hui, ouais, tu le vois, ça va tenir selon toi ? Écoute, je pense que ça va tenir, mais je pense que juste. Faut juste pas faire chier ces 2 gens-là au dernier moment. Et quoi. vraiment, mais je pense que juste c'est un cirque aux États-Unis en ce moment avec Trump. Toi, t'y étais, toi. Ouais. Mais en même temps, les Américains ont une tolérance énorme. Ils sont capables de vivre avec ça. Écoute, ils ont vécu beaucoup, hein. Les Américains aussi dans les dernières années. C'est comme vous, ici, vous avez vécu beaucoup, mais vous avez quand même la force de continuer. Il y a quand même cet esprit de continuer, il y a quand même cet esprit français. Vous avez vécu des choses ici, man. Les 3 dernières années, ça n'a pas été facile. C'est marrant, hein, de se dire ça. Enfin, c'est ironique, mais c'est vrai que je me suis fait la réflexion récemment. Ouais. Et tu vois, là, j'ai joué à une soirée là au Tsum Tsum, on en parlait tout à l'heure, Great British Comedy Night, la première fois que j'ai joué en anglais, et il se trouve qu'il y a eu l'attentat qu'il y a eu là, du mec qui a tué quelqu'un au couteau et qui a fait 8 blessés. J'étais à 20 mètres de l'action, on a entendu les coups de feu du mec qui s'est fait abattre par la police, etc. C'est fou. Et en fait j'ai vécu ça au cœur de l'action, c'est la première fois que j'ai eu un truc au cœur du truc. Et en fait, il y avait un pote qui est dans la salle qui effectivement apparemment l'a mal vécu et doit en reparler aujourd'hui à des gens. J'ai des potes qui m'ont dit et moi en fait je me suis rendu compte que je sais pas, j'étais pas si choqué que ça d'avoir été à 20 mètres du lieu, quoi. Enfin, le fait d'être au cœur, tu dis à Paris vous avez vécu des choses importantes. Moi j'ai pas cette sensation. J'ai l'impression que c'est comme ça partout et que c'est pas parce que j'étais à 20 mètres du massacre que ça me rend moins triste d'être à 250 km d'un autre massacre ou à 3000 km d'un autre massacre, en fait. C'est pas la proximité qui me fait sentir important dans un moment où ça va pas, mais c'est vrai que Paris a vécu des sacrées choses depuis 3 ans. Parce que t'as pas de cœur, man. Non, mais moi je trouve que le stress géolocalisé, la peur géolocalisée, je la comprends pas, en fait. Non, parce que ça existe partout maintenant. Parce que moi, tu vois, je me dis, tu vois, le terrorisme ça existe, oui. Et là, je vais être très pragmatique et peut-être badant, mais si ça me tombe dessus, enfin, je veux dire, je veux pas passer du temps à penser à ça, quoi. Tu peux pas. Et tu vois, c'est des trucs qui en aident des gens, mais j'ai pas envie d'avoir. Et c'est même pas que j'ai pas envie d'avoir peur, parce que je me convainc même pas de pas avoir peur. C'est juste en mode. C'est comme ça, quoi. C'est la nouvelle règle du jeu. Ouais. Tu vois, on a une nouvelle règle du jeu, il faut la lire. Ouais. Tu vois. Écoute, c'est partout. C'est pas comme s'il n'y en avait pas eu aux États-Unis. C'est comme s'il n'y en avait pas eu en Angleterre. Au Canada, il y en a eu. Écoute, ça arrive partout. C'est que, tu sais, je pense que aujourd'hui, mais je pense qu'on est quand même
dans une ère en ce moment où ça se peut que ça soit pire. Mais alors ça, pareil, parce que c'est peut-être trop simpliste comme réflexion, mais pourquoi à un moment donné ne pas arriver et dire, tu sais, t'arrives à l'ONU, tu pousses la porte, tu vois tous les gens et faire... Yeah, calmez-vous 2 secondes, genre on fait une journée où tout le monde se calme juste pour voir ce que ça fait. Tu vois ce que je veux dire? Genre le sac de nœuds est trop compliqué à démêler pour pouvoir faire ça, mais juste de dire ok, on fait une journée où tout le monde se calme et on voit ce qui se passe. Mais comment tu vas appeler cette journée? La journée du calme de terrorisme? De tout le monde, la journée mais c'est pas que le terrorisme, de tout le monde. Tout le monde se calme. Aujourd'hui tout le monde, c'est la journée de la paix, c'est ça? Voilà. Mais tu vois l'ironie de une journée de paix. Juste ok, tout le monde, on a une journée de paix, on dispute pas, mais à minuit. On recommence. Ouais, non, mais moi, ça m'avait toujours fait rire quand, par exemple, il y a eu un cessez-le-feu entre l'Ukraine et la Russie il y a quelques années où Hollande avait été négocié avec Merkel pour faire le cessez-le-feu. Et ils avaient négocié, c'était, je sais plus, admettons que c'était le 16, on va dire, je connais pas la date, mais imaginons que c'était le 16 juin qu'ils ont négocié. Ils sont sortis de la réunion en disant c'est bon, on a négocié un cessez-le-feu pour le 20 juin. Et moi je me suis dit, mais les 4 jours qui restent, c'est quoi en fait? Exact. On continue on recommence. Allez, on a encore 4 jours. Tu vois, où ils ont légalisé ça avait un truc. C'est comme un peu un RTT de. C'est trop bizarre quoi. le temps de gestation, bon bah voilà, on arrête 4 jours. Et du coup, effectivement, il y a ce côté de me dire, oui, mais. Enfin, je me demande, est-ce que c'est immuable quoi? Est-ce qu'à un moment donné, ou alors peut-être aller dans ces petites îles où on vit jusqu'à 110 ans là. Tu sais, des fois tu te dis, la vie est trop courte déjà. Ouais. Pourquoi pas aller vivre là-bas, tu sais? Ouais, mais moi j'ai peur que l'ambition occidentale me ronge. Non, parce qu'il n'y a pas de scène ouverte là-bas. Ouais, voilà, déjà, il n'y a pas de scène ouverte. Il n'y a pas de scène ouverte. Où est-ce que tu vas aller où il y a de scène ouverte? Moi j'ai peur de pouvoir jamais trouver ça. C'est vraiment une recherche que j'aimerais avoir pour plus tard, mais je sais que je l'ai déjà un peu en sous-texte dans ma tête et que ça travaille de temps en temps. Ce côté de j'aimerais un jour acquérir la sagesse de pouvoir me poser dans un endroit calme et d'être calme. Mais je pense que je l'aurai jamais et ça me stresse. Je pense que le cerveau d'un occidental de 20 à 40 ans aujourd'hui, il a un cerveau baisé et qui peut plus juste se poser. Et moi j'aimerais avoir 50 piges, lire l'équipe le matin pendant 2 heures, me balader, boire un café, lire un livre, aller me coucher et que ça soit ma vie quoi. Viens à Montréal. Ouais, c'est ça Montréal. Mais Montréal, quand t'as des euros, tu peux venir, tu peux bien vivre. Ah ouais. Et puis t'auras des scènes ouvertes en plus, et en anglais et en français. Ouais, c'est vrai. Tu sais, t'auras ça. Et c'est plus calme la vie à Montréal. C'est plus calme qu'ici, c'est vrai. Okay. C'est surtout, non, il y a beaucoup de Français là-bas. Okay. À Montréal, ils ont pris tout un quartier. Bah, vous avez j'ai vu le moment d'impro le plateau, vous avez chauffer le plateau, ils en font une pleine. Man, vous avez tout pris le plateau. Mais viens là, puis ça coûte pas cher comparé à ici. T'as des appartements énormes pour rien là-bas. Okay. Et puis t'as des scènes ouvertes. Ils vont t'adorer à Montréal, man. Il faut que tu viennes. Le bordel, il faut que tu joues le bordel, il faut que tu joues l'Abreuvoir. Il y a plein de scènes ouvertes en français. Et mon frère qui gère tous les plateaux anglophones, viens. Bah écoute, je vais passer. Ouais, ce serait cool. Ouais, non, t'aimerais pas? Si, bah non, mais en vrai, il y a une petite note là, octobre 2018 où j'aimerais bien y aller en octobre. En octobre? Tu vas aller en octobre? J'aimerais bien y aller en octobre. Pourquoi tu veux faire ça? C'est pas la bonne période? Non, on m'a dit, moi c'était. Ouais, mais moi on m'a dit que pour jouer. Ah, pour jouer, ouais. On m'a dit que les meilleures périodes c'était soit automne, soit printemps pour jouer. Non, ça va, l'été, c'est bon. Il y a des scènes partout, tout le temps. Il n'y a pas la saison des festivals où on peut pas jouer après et tout. Ouais, mais le festival, il faut que tu sois dans le. Si tu veux jouer dans le festival, tu peux envoyer. Moi, je pense que t'es prêt, non? Non. Non? Non. Tu vas attendre? Ouais, pas encore. Ouais, non, c'est bien, c'est sage. Non, mais c'est même pas sage, c'est que je pense avoir le niveau pour potentiellement, oui, effectivement, jouer au bordel et essayer de mettre mes meilleures vannes, etc., potentiellement. Mais au point d'être festivalier, non, pas du tout. Mais tu sais qu'il y a le ZooFest, tout ça, c'est un peu comme la même chose. Oui. Il m'en a parlé, Philippe Audrey. C'est ça. Ouais, moi, j'ai fait, quand j'avais fait notre plateau, on l'a fait Théâtre Sainte-Catherine, quand on a fait le plateau français, on a fait 100 places avant pour vraiment tester bien, pour arriver aux grands événements, aux 2 grands événements pour enfin être prêt. Et puis tout le monde était content qu'on a fait les 9 avant. Et on s'est ajusté, tout le monde s'est ajusté. Même pour le positionnement dans qui passe en premier, en deuxième, en troisième. Et même, tu vois que tout le monde se disait, ouais, moi j'aime mieux aller là. Qui était premier dans le show? C'était moi. Parce que j'étais le deuxième. Et après, il y avait Noman. Ok, Noman qui ouvre. Ouais, très très bon. Adrien. Ouais, non, mais je voulais juste savoir si c'était Adrien premier, parce qu'Adrien est toujours premier et ça me fait rire. Il y a une running joke en France sur le fait qu'Adrien ouvre tous les plateaux. J'adore comment il est efficace, ce gars-là. Oui. À la seconde près, là, il s'est construit. Boum. Vraiment, super stand-up. Et puis, il a une super critique quand il est là. Il a fait son show à lui, et puis il était sur le plateau, il y avait. La presse qui est venue le voir, ils ont écrit une super critique sur Adrien. Adrien, j'aime, il est je trouve,
un des gars les plus underrated qu'on dit. Sous-estimé. Sous-estimé. Je dirais, il devrait être plus grand qu'il est en ce moment. Mais parce qu'il a le temps et qu'il veut prendre son temps. Il veut prendre son temps. Il est à Los Angeles, là, en ce moment, il joue un peu partout. Moi, je pense quand il va sortir son spectacle, Oui, ça va être fou. Mais il veut ça va être fou ici parce qu'il va être tellement prêt. Bah ouais. Et les gens savent pas ce que c'est qu'un spectacle vraiment très très prêt. Enfin, il y en a peu, quoi. Il y en a, mais il y en a peu. Ouais, mais je pense qu'il va être. Ouais. Il va faire un home run. Mais moi, j'ai fait une scène ici. Man, je pense que c'est la scène qui m'a le plus déstabilisé en France. C'était ma première fois. La soirée première fois Ouais. de Yacine. Ouais. Oh my God. Les gens sont fous, hein. Non, c'est pas fou. L'ambiance. Non, c'est que la règle, tu sais, de cette soirée-là, c'est que Là, je l'ai fait 3 fois, ouais. C'est que t'as pas le droit de dire un seul mot que t'as déjà dit sur scène avant. Merde. T'arrives avec ça. Ouais. Man, la bide que j'ai pris, man. Ah ouais, t'as pris un bide, toi? Ouais. Oh, c'était fou. Okay. J'avais pas eu ça depuis des années, mais ça m'a replacé. Ça m'a replacé. Non, mais ça fait du bien. Et une chance, j'avais un autre plateau juste après. T'as pu... Ouais, j'ai pu reprendre ce sentiment de pas le vivre pendant des jours, tu sais, parce que tu les vis à quelques moments dans ta vie, ces bides qui sont ils te restent là et ça dure des jours. Ouais. Ça dure des jours et t'as besoin d'un autre plateau pour te remettre. Et celui-là, j'étais content que j'avais un plateau le même soir parce que j'ai vécu celui où j'avais arrêté l'humour pendant des années. Puis j'ai vécu une autre où pendant 5-6 jours, j'étais mal jusqu'à temps que j'ai pris un autre plateau. Et celui-là, j'étais mal pendant 30 minutes. Mais comme première fois que ça m'a fait aussi mal en France. Ok, c'est drôle. Je pense que c'était... je suis arrivé, puis premièrement, je savais pas c'était quoi le public. Okay? Et j'arrive, je suis le premier. Parce que il fallait que j'aille faire l'autre plateau aussi. Et j'arrive et j'avais que mes blagues. C'est honnêtement des blagues sur les femmes que j'avais écrites, mais mon point de vue, tu sais, sur... Je vais pas dire tout de suite parce que je vais le garder pour mon spectacle, mais j'avais gardé des blagues sur un thème spécifique. Et je savais pas, c'était très féministe dans la salle. Ok. Et toutes les femmes me regardaient comme... Ok. T'es un connard. Ah ouais? Et ça, toi, tu te remets en question derrière ton texte ou tu remets en question le public? Non, je pense que le texte c'était le mauvais texte pour le mauvais public et c'était pas un texte qui aurait dû être fait seul. Ouais. Ça aurait dû être sandwiché entre d'autres blagues, tu sais. Alors ça tu le remarques dès que tu le fais. Oui, bien sûr. Ouais. Mais ça, ma première fois, j'ai envie de le refaire juste pour me reprendre. Ouais, je comprends. Mais là, il faut que j'écrive quelque chose encore pour la première fois pour... tu refais ça la première fois bientôt? Je veux le faire. Ouais. Je veux le faire. Yacine m'a dit quand tu veux. J'ai dit attends, laisse-moi me préparer un peu. Maintenant, je sais c'est quoi le public. Mais j'aime le concept. Oui, bah ouais. C'est fou comme concept. On te lance là devant tout le monde et c'est vraiment ta première fois. Ouais. Moi, je suis habitué, tu sais, les premières blagues, tu les testes entre d'autres blagues que t'as. Et puis tu retrouves la sensation de la toute première scène, quoi. Ouais. Et dans les petits plateaux, tu sais. Moi, ça fait la troisième fois, ça a été un peu mieux, mais les 2 premières fois, je me souviens que j'ai pas dormi. La veille, c'est vraiment un stress, quoi. Ouais. Mais c'est normal. Et c'est bon. Ouais, c'est bon de le revivre. Agréable. T'es là, tu sais pas, tu parles aux gens, tu regardes, je suis combien. C'est drôle. Ça finit jamais, ce stress. Non. Même quand t'as du calme pour un peu, parce que des fois, tu l'as ton spectacle. Tu dis, OK, j'ai mon spectacle, je l'ai construit. Ça m'a pris beaucoup de temps, mais je l'ai construit. Là, je peux le jouer. Là, t'es calme parce que tu connais tes repères, tu les as. Mais là, quand tu recommences un autre spectacle, comme Kian et Farid ont dit, tu recommences. Tu recommences, t'as les mêmes sentiments. Bah écoute, moi déjà, faut que je commence et après je recommencerai avec grand plaisir. Mais d'abord, faut que je commence. Faut que j'en ai. Mais t'es rendu à combien de minutes? Là, honnêtement, je pourrais te dire, j'ai fait des demi-heures, j'ai fait 4-5 demi-heures. Ok. Donc, et t'as aimé ta demi-heure? Je suis content. Il y en a. Ouais, en gros, je pense que si j'ai peut-être un peu plus d'une demi-heure, mais c'est une demi-heure de choses. J'espère qu'il y en aura que 10 max dans une heure, dans l'heure que j'aimerais faire à 3-4 ans près, dans 3-4 ans, quoi. Dire que pour l'instant, c'est des bonnes vannes qui marchent bien pour quelqu'un qui fait ça depuis 2 ans, mais j'aimerais bien avoir des trucs encore plus forts que ça, quoi. Ouais. Tu vois, pour l'instant, c'est bien pour quelqu'un qui fait ça depuis 2 ans. Et là, mais t'es heureux de 10 minutes sur 30? Oui, je suis heureux même de plein de petites axes, je suis heureux de pas mal de thèmes, je suis heureux de certains... Ouais. T'es heureux du développement. Ouais, voilà, ouais. Enjoy the process. Ouais. T'aimes le process où t'es aujourd'hui comparé à il y a 2 ans. Exactement, j'aime le process, j'aime le fait de sentir que je vais de plus en plus précisément dans ce que j'ai envie de dire, ou en tout cas d'être de plus en plus honnête dans ce que j'ai envie de dire et dans ce que je dis. Je suis content de voir que j'arrive à être de plus en plus moi-même sur scène, ça aussi c'est intéressant.
Mais tu vois, dans un monde parfait, je pense que s'il y a 5 vannes qui restent du spectacle que j'ai envie de faire comme premier spectacle, c'est déjà bien, quoi. Parce que tout va évoluer encore, j'ai encore le temps, quoi. Ça fait 2 ans. Hein. Ouais. Ça fait 2 ans, peut-être d'ailleurs. Attends, 22 mai, non, ça fait 2 ans dans 8 jours. Waouh. 2 ans dans 8 jours, ouais. Le 30 mai. Waouh. Première scène. Donc voilà, j'ai un peu le temps. Ouais, mais c'est. Ouais, mais à un moment donné, il faut que tu fasses le saut. Hein. Oui, bah on va voir. Ouais. Mais au bout de 2 ans, ça va, j'ai le temps quand même. Ouais, c'est ça, un peu le temps. Parce qu'à un moment donné, il faut commercialiser. Hein. Oui. Je sais que c'est. Non, mais là, je gagne un peu, je gagne ma vie, là. Tranquille, je gagne ma vie. T'as 19h, t'as quoi? Tu m'as dit que t'avais une entrevue à 19h. Il est quelle heure? Non, on a le temps. Il est 17h38. Ah, bien. Ok, ben. Non, j'ai une interview il faut que je sois chez Koé. Ouais. Ok. Ah. Bah écoute, comme tu vas te tromper 2 fois d'adresse, je pense qu'il faut qu'on se laisse. On va se laisser maintenant.